On est en studio, presque en studio mobile en fait. C'est génial, des vrais pros. Ouais. Peut-être qu'un jour on aura une petite salle où tout sera installé, il n'y aura plus qu'à faire venir l'invité, mais bon, ça permet de changer mieux, c'est ça qui est. Ben après, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on tourne les podcasts dans des propriétés souvent qu'on a à la vente, ou alors qu'on a vendu. Avec Paco, on l'avait fait on avait vendu la maison. Mais moi, je trouve ça cool. Parce qu'en plus, là, super lieu, hein, t'as vu, Jonathan, là, on est donc sur un château de Rougemontier. On est en 1750 sur l'année de construction. Très belle bâtisse. Et on pourra aller les voir tout à l'heure, mais ce qui est incroyable ici, c'est surtout les communs. Moi, quand je suis arrivé ici, on est arrivé ensemble. On a fait la visite du lieu avant de mettre en vente. Et donc, on voit le château. Ok, super. Très belle bâtisse, etc. Et on continue après derrière. Et là, on arrive sur les communs. Donc, tu as des anciennes écuries plus une maison normande. Ouais, et c'est magnifique. Avec la bonne lumière, c'est juste incroyable. Enfin, moi, j'adore. Plus la propriété, là, environ 400 mètres carrés, je crois. Presque. Donc, ouais, c'est un bel ensemble. Voilà, c'est un super lieu. Donc, Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast. Non, merci à vous, les gars. On est très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Et il y a un petit jeu que Samy a lancé au début. On commence toujours par ça. Et on regarde l'origine des prénoms et des noms. Donc, c'est la première fois que moi, je me lance dans l'exercice. Mais heureusement, il y a ChatGPT maintenant, donc ça va plus vite. Et je suppose que tu connais les origines un peu de ton prénom. Bah non, tu vas me l'apprendre du coup. Ok. Ouais. Et ben donc, du coup, il y a Jonathan, c'est de l'origine hébraïque. Ok. Voilà. Et c'était Yonatan, apparemment. Yonatan, voilà. Et ça signifie Dieu a donné. Okay. Et donc, vu ce qu'on va dire après, tout à l'heure dans le podcast, je pense que ça va résonner. Et il y a une deuxième chose. C'est donc après un prénom très populaire entre 80 et 90. Et après, donc, il y a Garcia. Et donc, Garcia, c'est basque ou ibérique. Okay. Voilà. Et toi, t'as des origines basques ou... Ibérique plutôt, ouais. Ok. Ouais. Bon, super. Et donc du coup, ça se rapproche de. Il y a une partie de ton nom qui est Arts en vieux basque, c'est ours apparemment. Okay. Voilà. Et donc forcément, on connaît très bien Garcia en Espagne, là où c'est beaucoup donné, c'est beaucoup beaucoup utilisé. Et l'image, c'est solidité, racine familiale forte et caractère. Et donc du coup, il marque idée à glisser un nom qui sent la force tranquille ou le guerrier vaillant selon les versions. Et finalement, quand je lis ça et que depuis que je t'ai rencontré, je trouve que c'est exactement la bonne description de toi. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve force tranquille et guerrier et avec Dieu à donner. Si tu veux, on va parler d'immobilier social. On va parler aussi. Hein, tu me l'as dit tout à l'heure, donc du lancement de l'agence. Je trouve que il y a tout en fait dans cette description. C'est toi, on dirait. Bah écoute, c'est du live, tu me l'apprends et c'est un beau cadeau, merci. T'as quel âge, attends, c'est pas indiscret. 36 ans cette année, donc 35 là. 35, ok. Ouais, okay. Vous avez quel âge, vous, les gars? Moi, je vais avoir 31 dans 3 jours. Ok. Ouais. Et moi, 37, donc on a quasiment le même âge. Je suis de 88. T'es de combien? 89. 89, du coup, ouais. Ok. Et t'as grandi dans ce qu'on parle d'origine espagnole, etc. T'as grandi en Normandie ou... Pas du tout. Moi, je suis né au Canada. Ah, ok. On arrive en France en 98, l'été de la Coupe du Monde de foot. Ok. Et t'as la double nationalité? Double nationalité. Ok. Et c'est mon père qui, pour le coup, mon grand-père était espagnol. Ah, ok. Garcia. Ah, ok. Et ça fait un beau melting pot parce que du côté de mon père, c'est espagnol. Du côté de ma mère, c'est presque plus français parce que c'est les colons français qui sont arrivés au Canada. Ok. Mais voilà. Quoi. Et t'as grandi où au Canada? Longueuil, de l'autre côté de Montréal. Tu prends le pont Jacques-Cartier qui relie Montréal à Longueuil. Ok. Et c'est le Canada francophone ou Ouais, c'est le Canada francophone. Okay. Par contre, ma mère, elle est de la partie anglophone, l'Ontario. Ok. Donc tu parles anglais, t'as appris l'anglais
J'aurais voulu qu'elle persiste un peu plus en arrivant en France, mais il y avait des bonnes bases. Ouais. Ok. Et donc vous arrivez où après en France? En fait, en Normandie, on arrive parce que en fait, mon père, lui, désirait revenir en France. Ses diplômes n'étaient pas valables au Canada. Ma mère était infirmière en psychiatrie au Canada. Ok. Elle, pour le coup, c'est ses diplômes qui n'étaient pas valables en France, mais ma mère voulait pas venir en France. Et en fait, comme elle était très croyante, il y a eu une opportunité avec une association dont mon père faisait l'administration qui s'appelait Le Bon Samaritain et qui s'est ouvert en Bourgogne. Et donc, on est parti du Canada à la France pour travailler dans cette association. Mon père était l'administrateur et ma mère, avec ses diplômes d'infirmière en psychiatrie, faisait de l'accueil en fait pour les personnes qui avaient besoin de se ressourcer. Ah, ok, super. Et ça a été le moteur. Donc, c'était presque un voyage entre guillemets missionnaire qui nous a conduits en Bourgogne, quoi. En Bourgogne pour commencer. Et du coup, t'as quel âge quand t'arrives en France? J'ai 9 ans, quoi. J'ai 9 ans quand j'arrive en France. Okay. Et puis jusqu'en 2005, on a pu rester en Bourgogne. L'association a fermé. C'est au moment où l'association a fermé que mes parents, n'ayant pas d'autre choix, parce qu'en fait, l'association ferme, pas de revenus, ils ont été nourris, logés par l'association. En fait, on s'est retrouvés en Normandie parce qu'il y avait une des personnes qui avait l'habitude de passer c'était une zone de passage pour aller dans sa maison de vacances dans le sud. Il nous a dit, si vous ne savez pas où loger, je vous mets à disposition le rez-de-chaussée de ma maison à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Ah, ok. Faut voir que en fait, mes parents se sont retrouvés avec 3 enfants, pas de ressources, du jour au lendemain. Ouais, et puis, incroyable. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive en Normandie. Ok. Et, ça a certainement d'ailleurs nourri un peu mon envie de faire de l'immobilier parce que tu arrives en plein lycée, tu loges au rez-de-chaussée d'une dame qui a 70 ans. Tu rêves de pouvoir inviter des copains dans une jolie maison. Et puis, en fait, moi, je dormais dans le bungalow qui était dans le jardin, quoi, tu vois. Ouais. Donc, dingue. Et tes parents, après, ils ont trouvé de quoi bosser. Ma mère a dû repasser des équivalents pour devenir aide-soignante. Ouais. Donc, elle est devenue aide-soignante. Plus tard, aujourd'hui, elle travaille dans une des associations qui est sociétaire de l'immobilier solidaire. Elle a fait un petit passage par l'immobilier solidaire, ce qui lui a permis finalement de trouver un poste dans une des associations sociétaires. Ok. Et mon père, il a travaillé jusqu'en 2015, ou en 2015, j'ai proposé à mon père de me rejoindre sur le projet de création d'agence. Et là, il a pu mettre à profit ses talents d'administrateur, puisque j'ai pu lancer l'entreprise en m'appuyant sur lui pour toute la partie administration, compta au départ. Génial. Et t'as quel âge quand tu lances? J'ai 25 ans, et puis 25 ans avec... j'avais pas tout seul le courage de me lancer, mais le fait que je savais que je pouvais m'appuyer sur mon père, ça m'a quand même bien aidé. Ouais. Ça t'a aidé. Et tu fais quoi de 18 à 25? De 18 à... Alors d'abord, il y a eu une grosse crise d'adolescence parce que j'arrive en Normandie et puis de toute façon, il faut bosser, etc. Le hasard, et ça a été un truc déterminant, c'est qu'en Bourgogne, j'ai pu en fait, comme j'avais rien à faire, j'ai pu faire du golf, ce qui était complètement paradoxal parce que d'un côté, mes parents, ils avaient pas un rond et puis moi, je faisais du golf et je le faisais bien. Génial. Et j'étais en sport-études à Chalon-sur-Saône. Ok. En fait, j'avais rien d'autre à faire, donc je m'étais consacré à ça. Et en arrivant en Normandie, en fait, le lycée Ray prenait, qui était privé, qui était à la gare, faisait payer en fonction des ressources des parents. Donc j'ai pu aller à Ray parce que la première chose que j'ai fait en arrivant en Normandie, c'est m'inscrire au golf de Mont-Saint-Aignan. En fait, tout était offert parce que quand tu es en équipe, tu payes pas, c'est le gros avantage. Et puis à travers, donc j'ai eu une vie un peu schizophrénique où j'allais jouer au golf avec les copains et puis j'étais à Ray alors que j'avais pas une thune, donc j'allais bosser le soir en restauration. Et en fait, comme je bossais en restauration, j'ai vite abandonné les études. Et puis, j'ai quand même eu mon bac, mais je bossais dans un restaurant qui était à la Maison des Fondus pour vivre ma vie entre les copains. Et puis, sauf que je voyais bien les copains qui, eux, évoluaient, et moi qui décrochais. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. Donc, quand tu n'as pas trop de ressources et pas trop de moyens, je trouve que l'immobilier me fascinait. Je me suis dit, peut-être que l'immobilier, c'est l'occasion pour moi de saisir une perche et de m'en sortir, quoi. Ok. Donc, c'est comme ça, un soir, je regarde mon responsable qui était le responsable de salle de mon restaurant, qui avait, lui, pour le coup, à peu près mon âge aujourd'hui, dans 35 ans. Je me suis dit, si tu fais rien, dans 15 ans, ce sera toi qui seras là. Donc,
Donc j'ai posé des CV partout à Rouen pour pouvoir être embauché en alternance pour me lancer dans l'immobilier. Et finalement, c'est un monsieur Ross, cabinet Secos sur les quais, qui m'a dit si vous voulez travailler dans l'immobilier, je vous prends en indépendant. Quand il m'a dit ça, j'avais même pas de permis. Donc il m'a dit revenez me voir quand vous avez votre permis. Là, c'est mon permis rapidement. J'ai ma mère qui m'a prêté sa vieille Suzuki Swift des années 80. Génial. Et j'ai démarré l'immobilier en continuant à aller travailler dans le restaurant le soir. En fait, j'ai fait ça pendant de juin 2010 à décembre 2010. J'alternais agent immobilier de midi, la journée, puis le soir, je me dépêchais d'arriver pour faire le service en restaurant, quoi. Ok. Ouais, impressionnant. Donc, t'as enchaîné ça directement après le lycée. T'as eu le bac et hop, Ouais, en fait, j'ai eu le bac. J'ai commencé une fac de droit que j'ai vite arrêté parce qu'entre le restaurant le soir et la fac, je tenais plus. Puis en plus à l'époque, bon, j'étais jeune, donc tu sortais un peu, etc. Puis voilà quoi. Mais l'immobilier, ça a été un premier gros pas dans une vie plus sérieuse, quoi. Ouais. Et t'as fait combien de temps en indépendant avant d'avoir l'idée de lancer En fait, juin 2010, je me lance en indépendant cabinet Seco. Ce qui m'a permis d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et même pas au bout d'un an d'acheter un premier appartement. J'ai eu de la chance, bon, c'était pas grand-chose, c'était un appartement qui m'a coûté un peu moins de 60 000 euros. Ok. Mais j'avais dit à la banque, bon, moi, quitte à payer un loyer, autant que j'achète un appartement. Et dans l'entrefaite, c'est là qu'on voit, vous aussi, je pense que quand vous avez une relecture de votre parcours, il y a des moments qui sont, vous dites, ça devait se passer comme ça. Je perds mon permis de conduire pour alcoolémie. On est jeune, on sort de soirée à minuit, place Beauvoisine à Rouen. Pour l'anecdote, la police m'arrête, elle me demande mon permis, je lui tends mon permis, elle me dit non, ça c'est votre carte d'électeur. Génial. Donc, je me suis retrouvé, ça faisait 6 mois que j'avais démarré l'immobilier, plus de permis. Et donc là, j'ai pris un scooter, j'ai roulé en 50 cm3, je crois pendant quasiment 3 ans. Et j'étais agent immobilier en 50 cm3, mais comme j'avais 20 piges, ça choquait pas les gens. Bon, à 35 ans, tu te mets en 50, ça choque, quoi. Et j'ai continué en roulant en 50 cm3. Et surtout, le hasard a fait que cette soirée-là, en fait, je partais d'une copine, de chez une copine, et dont le père était assureur et lançait une agence immobilière à Bois-Guillaume, Dominique Langtuy, qui a racheté après les agences Val-de-Seine, qui sont les plus belles agences du plateau Nord. Et j'avais dit à Julie, sa fille, j'avais dit, écoute, bon, déjà, je suis en scooter, pour l'assurer avec une perte de permis, ça va être compliqué, donc est-ce que tu veux me présenter ton père? Et en fait, son père n'avait pas pu me trouver d'assurance, donc j'étais retourné la voir quand j'ai su qu'il lançait son agence. J'ai dit, écoute, t'as pas pu me rendre service pour l'assurance, mais là, tu me le présentes pour l'agence. Et Dominique Langtuy m'a pris en BTS. Ça faisait même pas un an que j'étais agent commercial au cabinet Seco. Et puis, comme j'avais acheté un premier appartement, j'avais dit à Dominique, écoute, paye-moi comme un salarié classique en alternance, mais donne-moi des primes comme tu donneras à n'importe quel salarié. Et moi, je ferai mon affaire personnelle d'aller chercher les primes et de bosser comme si j'étais pas en alternance. C'est-à-dire que ce sera $1 pour toi. Voilà. Ouais. Et dans les faits, j'ai fait 2 ans de BTS où j'ai tourné à 150 000 hors taxes alors que j'avais 20 piges. Et en fait... tu bossais beaucoup? Je bossais du lundi au dimanche. J'ai fait les annales du Greta à l'époque, surtout pour mes absences, parce que forcément, j'allais entre midi et 2 plutôt que pour la pause déjeuner, j'allais rentrer des mandats parfois, tu vois. Oui. Et j'avais mon rituel, c'était tous les midis, je rentrais, il y avait l'agence qui était à côté de chez Picard, j'avais mes 2 plats Picard, je relançais les clients qui avaient appelé le matin, le soir j'organisais les visites après les cours, et ce qui faisait qu'en effet, en fait, c'était $1 pour moi d'avoir 2 jours de cours par semaine, parce que même à la pause du matin, je téléprospectais les nouvelles annonces qui étaient sorties sur le Bon Coin. J'ai fait du métier d'agent immobilier un sport de haut niveau. Je l'ai pratiqué comme si j'avais fait sport études golf. Avec une rigueur et puis discipline et puis Ok. Et ça représentait beaucoup de volume de transactions, c'était... parce que tu fais 150 hors taxes avec des coms en moyenne, je vendais surtout des petits biens quand t'avais un pige. Moi, j'ai eu de la chance de vendre des belles maisons, mais c'est plus par hasard, c'était essentiellement des coms à 6-7 000 euros, donc puis beaucoup aussi d'interagences, on faisait partie du groupe Rouen Immobilier, donc ça favorisait l'interagence, donc il y avait
c'était 3-4 ventes en moyenne par mois. Hein. C'était Ouais, ça, ça, ça. ouais, une trentaine de transactions à l'année. Ouais, le rythme était bon. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est des métiers différents parce que souvent on en parle même avec par exemple Paris et la province, Ouais. où c'est des métiers vraiment différents parce que nous sur notre marché qui est plus haut de gamme, le nombre de transactions c'est souvent moins de 10, mais sur des Ouais, plus sur gros une année. biens. Ouais. Et quand on fait du résidentiel, plutôt résidence principale ou classique, ou un marché un peu en dessous, c'est plus de volume. Et c'est des métiers totalement différents parce qu'on peut pas. Enfin, c'est des manières de travailler différentes. Parce que vous, mais pas spécialement toi, mais quand on est dans le résidentiel classique, on va privilégier le volume à la quantité presque à la qualité. C'est pas péjoratif, hein, mais Ouais. faut être efficace. Là où on s'en sort et là où on se différencie, c'est sur la qualité, donc on peut faire moins de volume. Et c'est des métiers vraiment différents. J'en parlais avec une collègue qui, elle, et sur Paris, on fait beaucoup de volume. Et je lui disais, toi, quand tu fais une mauvaise année, tu fais 15 transacts au lieu de 30. Nous, quand on fait une mauvaise année, on fait 0 transact au lieu de 6-7. Mais nous, on se rattrape sur l'année d'après. Donc, c'est vraiment des métiers différents, en fait. Et avec des personnes, moi je sais que je parle aussi avec avec un agent immobilier aussi sur Rouen, qui lui m'a assuré que les maisons au-dessus de 700 800 000 ça l'intéresse pas parce que c'est pas le même c'est pas la même liquidité, ça prend beaucoup trop de temps pour lui, donc il veut pas gérer ça, il préfère, il a son rythme en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs parce que je le répète assez souvent, on a cette tendance à dire je travaille dans le luxe ou on sait même pas définir les différents marchés. Voilà, à savoir est-ce que nous c'est le marché de la grande demeure ou est-ce que c'est du marché du luxe? Est-ce qu'on peut parler de luxe par exemple? Alors ici ça va, on est dans un château qui est bien entretenu partout et ça nous arrive d'aller dans des châteaux. C'est loin d'être le luxe, hein. C'est habité que au rez-de-chaussée. Le deuxième est habité une fois de temps en temps quand les enfants y viennent, et le troisième, il y a que les araignées depuis 20 ans. Donc donc c'est pas. Comment tu définis toi d'ailleurs les différents marchés, et quelles sont pour toi les tranches d'ailleurs, les tranches un peu de marché? Si je raisonne que sur ce qu'on connaît à Rouen, on va dire globalement sur la rive gauche de Rouen. Jusqu'à 400 000 euros, c'est 400 000 euros, c'est le mou du peloton. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent encore accéder en première acquisition du fait juste de leur revenu du travail, avec un apport qui viendrait pas d'une origine autre que leur constitution d'épargne personnelle. Si tu passes rive droite, c'est différent parce qu'on va attirer une clientèle de médecins spécialisés, de chefs d'entreprise, où là, de leur revenu du travail, on peut même de la première acquisition qui va aller jusqu'à 700 800 000 euros. Donc là, on a encore affaire à des très beaux primo-accédants, mais de la primo-accession quand même. Donc on a quand même un marché entre la rive gauche et la rive droite qui va être un peu du traditionnel, on va dire, de 0 à 800 000 euros. Au-delà, on est en rive gauche, au-delà de 400 000 euros, il faut vraiment avoir des biens qui soient exceptionnels et qui décident les personnes à se diriger sur la rive gauche. Puis on va plus être sur la primo-accession, ça va être des gens qui veulent être rive gauche, qui habitent rive gauche, sont sur un achat secondaire. Rive droite, au-dessus de 800 000 euros, le marché se complique. Il faut vraiment avoir des maisons qui sont qui se distinguent par leur état, par prestation. Ouais, complètement. Mais jusqu'à 800 000 euros, toutes les agences généralistes peuvent tirer leur épingle du jeu, bien qu'il y ait quelques agences spécialisées maintenant sur le plateau nord qui, de 400 à 800, font du très bon travail pour des maisons avec des commissions qui permettent de mettre les moyens en face. Mais on n'a pas ce temps long comme vous avez dans le luxe, je pense, avec des maisons comme ici où en fait c'est des maisons qui peuvent rester 1 an, 2 ans à la vente, Bien sûr. le temps de trouver le client idéal, quoi. Bah, c'est vrai que c'est ça. Nous, on a vraiment, les temps sont vraiment différents. Parce que là, je regardais dernièrement là les différentes infos où ils avaient mis à jour le temps sur le marché d'une propriété. On avait parlé la dernière fois. Je crois qu'on était à 67 jours, je crois. Ouais. Mais nous, on est largement au-delà. On sait qu'un château, en général, moins de 6 mois, déjà, c'est c'est une belle vente, quoi. Une belle vente. Ouais. Ouais.
Mais on sait qu'on met forcément un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps à faire ça. Moi, j'avais lu un bouquin de Rec Neyman, je crois qu'il s'appelle, qui parlait justement, il distinguait dans les vendeurs les short sell et les long sell. Il disait que c'est, en soi, c'est de la vente, mais c'est pas du tout les mêmes profils. Et je pense que les vendeurs de luxe, comme vous, sur des maisons comme ça, vous inscrivez plutôt dans le long sell, en fait. Et il expliquait aussi que ça suscite pas du tout les mêmes compétences, les mêmes qualités en termes de découverte client, de compréhension des besoins, etc. Nous, on est dans des métiers où, globalement, si ça correspond, si le bien correspond à ce que recherche le client, c'est le client qui achète, quoi. Vraiment, vous, je pense qu'il y a un accompagnement beaucoup plus fort sur le long terme pour trouver précisément ce que vos acquéreurs veulent, quoi. Oui, c'est des métiers différents, on le dit, et c'est surtout qu'on a peut-être un peu moins le droit à l'erreur, bien que je ne connais pas exactement votre métier, mais c'est tellement d'investissement sur le long terme et même sur les tailles des propriétés, que si on prend une propriété qui n'a pas sa place sur le marché, enfin en tout cas pas soit un problème de prix, soit un problème quelconque, en fait on se grille toute une partie d'investissement de temps et c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à autre chose qui est peut-être un peu plus pertinent. Donc l'erreur, en tout cas dans le choix du mandat, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tri, mais un mandat mal choisi peut avoir des impacts sur une année de commercialisation finalement. Donc, et aussi au niveau acquéreur, je pense, une grosse différence qu'on a, c'est l'obligation d'achat, qui n'est pas la même. Un primo-accédant, il doit acheter sa maison en quelque sorte, tout à fait. Dans un délai qui va être peut-être de l'année. C'est cette année on va acheter notre maison ou dans les 6 mois et il faut acheter. Nous les personnes, et d'ailleurs on le vit là dans une négociation en cours par exemple, mais les personnes sont pas obligées d'acheter. Des fois soit c'est leur première résidence secondaire, donc dans ces cas-là effectivement ils sont un peu plus en recherche, ils en ont envie, c'est un moment voilà. Mais on a aussi beaucoup de nos acquéreurs qui sont donc forcément des personnes relativement âgées, enfin je dis relativement âgées, mais plutôt avancées dans leurs expériences de vie, qui ont de l'argent, qui ont déjà 2 ou 3 propriétés, donc une au soleil, une à la montagne, et on veut pourquoi pas s'acheter un château 20 plans. Donc il n'y a pas d'obligation. Donc les gens sont prêts à accepter un an, voilà. Même s'ils ont un coup de cœur. On fait ce prix-là, non en fait ça va pas, ok c'est pas grave, en soi on n'est pas à la rue, on n'est pas obligé d'acheter, et ça la dimension aussi elle est différente. On peut pas, il y a aussi une chose, c'est que on peut pas emmener les gens sur quelque chose qui va à peu près coller à leur recherche, parce que non il y a ça qui va pas, comme on l'a dit, c'est absolument ça, s'il y a pas, voilà, on a déjà notre maison, c'est pas grave quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait d'une part toutes les informations et que ça colle bien à la recherche, et après la négociation je pense qu'elle est un peu plus elle a des paramètres différents, elle est pas plus difficile, c'est pas le bon terme, mais elle a des paramètres différents avec une acceptation ou non qui est plus simple pour les acquéreurs. Et après il y a une autre notion, c'est que par contre le temps de visite, le parcours d'achat est presque le même. Alors que, par exemple, ici, on va visiter peut-être en plus de temps, c'est-à-dire que là où une visite d'appartement, j'en fais, on a un super appartement au Havre avec une vue incroyable à vendre, bref, mais là les visites sont beaucoup plus courtes, mais un château, comme celui-là par exemple, en moins d'1 heure et demie, c'est pas possible, parce que faut visiter le château, les communs, faut voir l'ensemble, mais en soi, l'achat il va se faire en une visite et une contre-visite. Donc si t'as pas toutes les informations... Et encore, la contre-visite est facultative. Et la contre-visite, elle est facultative. Des fois, on rigole même. On a vendu un château, je sais pas, il y a 1200 mètres carrés, il y avait combien, 40 hectares à côté de Dieppe. Il y avait 40 hectares, c'était hallucinant, et on a fait une visite. Et c'est parti après derrière. Donc faut jouer en fait avec tout ça, à la fois la négociation où le non est plus acceptable pour les acquéreurs, et le délai qui est peu importe, nous on est déjà logés. Mais après, jongler aussi avec ce process d'achat qui est toujours aussi court, et donc où il faut que tu aies toutes les infos à la base. Et déclencher le coup de cœur. Pour abonder dans ce que tu dis,
Nous, dans l'ancien, on a une expression que vous devez pas avoir dans l'immobilier classique, pardon, que vous devez pas avoir dans l'immobilier de prestige, c'est le client, il a le chèque à la main. Et en fait, ce qu'on met derrière l'idée du client, il a le chèque à la main, c'est ce que tu décris, c'est il vient de vendre sa maison, donc de toute façon, il faut qu'il trouve dans les 3 mois. Ouais. Donc il veut un T3 dans le centre-ville, je caricature, mais si tu lui présentes tous les T3 dans le centre-ville, il va forcément en acheter un de ceux-ci dans une période qui est courte, qui est de 3 mois. Ouais. Donc il y a un temps, si tu sais bien identifier cette notion de client qui a le chèque à la main, tu peux consacrer du temps, qui a une probabilité d'être transformé en succès qui est assez forte. Que vous, c'est complètement ce que tu décris, il peut acheter en effet demain ou comme dans 2 ans, Exactement. s'il a le coup de cœur, et ça t'en as pas la maîtrise. Ouais. Que nous, on a un peu plus de clients où on sait que le temps consacré va être transformé. Mais ça, c'est différenciant. Ça, c'est un énorme différenciant. Ouais, et là, ça résonne dans ce que tu me dis, parce que moi, je m'occupe de recherche client. Ouais. C'est dur, les recherches. Ça fait 1 an et demi. Parce qu'en fait, tant qu'on va pas trouver le bien qui correspond, c'est pas grave. Bah non, on va passer aux autres. Donc nous, enchaîne les... moi, je te donne un exemple très, très concret. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Personnes qui ont vendu une maison sur Malonnet, pas loin de chez toi. Ils disent, nous, c'est simple, faut être proche du CHU, on vient de vendre, il nous faut un plein pied. Dans un budget qui était en dessous des 300 000 euros, il n'y a pas 36 endroits où tu peux avoir ça. Tu vas regarder sur le Mont Gargan, Orpi, un confrère à la maison à la vente. Tu dis, je vais faire l'effort de présenter 2-3 maisons. Ça match sur la première parce qu'il y a les éléments, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont acheter plein pied, le secteur est restreint. Donc tu peux matcher, il y a un phénomène d'opportunisme, dans le bon sens du terme, qui je pense, qui est plus présent dans l'immobilier traditionnel. Que vous... un peu moins, effectivement. Il y a une magie du... Il faut vraiment avoir le coup de cœur, en fait, et puis... Et donc, et à quel moment tu te dis, maintenant, je veux me lancer, et qu'est-ce qui te pousse à te lancer? Alors moi, j'ai d'abord arrêté l'immobilier en 2014. 2014. C'est l'année où je me marie. Je bossais tous les soirs, 20h, 21h, le samedi. Et Madame a dit stop. Exact. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais en tous les cas. Il y en a qui arrêtent le sport, Jonathan, il arrête de bosser. Ça y est, c'est fini. Il y avait l'envie, en fait, de famille, d'avoir des enfants, et je me suis dit, je peux pas avoir une vie en bossant le samedi et en étant jamais à le soir. Donc j'ai repris les cours, j'ai fait une licence génie civil, contrôle expertise du bâtiment. J'ai bossé dans un cabinet d'expertise à Nantes, et j'ai fait l'IUT de Nîmes. Donc j'étais une année sur la route complète. Et en fait, cette année-là, mon patron en cabinet d'expertise m'a dit, Jonathan, je me demande si vous comprenez le sens de ce que l'on fait ici. J'étais trop commercial et pas assez... Donc là, c'était intéressant. Je me suis dit, non, il faut que je retourne à mes amours. Et j'ai fait des recherches sur vraiment l'immobilier, parce que ça m'inquiétait aussi de me dire, l'immobilier, est-ce que ça va être pérenne avec l'Internet, etc. Je suis tombé sur la vidéo d'un Belge qui disait, c'est pas moi qui offre des bouteilles de champagne à mes clients quand ils achètent une maison, c'est eux qui m'offrent une bouteille de champagne. Et il expliquait qu'en fait, que sans son intervention, en fait, les gens, ils auraient pas acheté, tout simplement. Et que c'était ça la vraie valeur d'un agent immobilier, c'était de permettre des achats qui, sans eux, ne seraient jamais passés. Donc, l'exemple typique, première visite, j'imagine pour vous. Monsieur, écoutez, je suis professionnel, je connais parfaitement mon marché du luxe, j'ai très bien compris ce que vous décrivez comme produit idéal. Simplement, je sais que si je vous laisse faire, vous allez acheter la 10e maison parce que vous avez besoin de comparer des maisons pour savoir ce qui est bien pour vous. Vous avez de la chance aujourd'hui, vous êtes un très bon professionnel. Je vous demandais, malgré le fait que ce soit la première maison que vous visitiez, que vous arrêtiez sur celle-ci, parce que sinon, vous allez m'en vouloir de pas avoir bien fait mon boulot, de vous avoir invité à vous positionner sur cette maison-là, parce que quand ce sera la 10e et que vous serez prêt à acheter, vous allez regretter la première. Et mon boulot, c'est de vous permettre de faire acheter cette maison qui serait bien pour vous. En fait, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu as une bonne compréhension des besoins clients, une bonne compréhension de ton marché, et qu'en effet, ton intervention permet à des gens de faire des achats que eux n'auraient jamais fait s'ils avaient été laissés seuls dans la nature. Et c'est ce que disait ce gars dans cette vidéo. J'ai vécu les deux situations. T'as vécu ça aussi? Ouais, les deux. Si tu veux en parler. J'ai des clients qui sont en recherche depuis peut-être 2 ans maintenant. Ils regrettent leur première. Donc, t'as raison. Ils ont loupé la première sur laquelle ils se sont positionnés et ils le regrettent. Et là, donc, moi, par contre, sans faire exprès, c'est pareil, les acquéreurs viennent vers moi dans un premier temps.
ils recherchaient une maison. Et c'est la première qu'ils visitent. Et ils hésitent à se positionner parce que exactement ce que tu dis. Et alors j'avais pas eu j'aurais bien aimé avoir ton discours avant parce que j'aurais peut-être fait d'autres choses ou alors j'aurais pas eu le même discours. Mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché toutes les maisons à peu près identiques et enfin bon il y en avait pas mais j'essayais de trouver un peu parce que c'est ça aussi la difficulté de notre marché, on peut en reparler après. Mais du coup j'ai recherché tout ce qui pourrait les intéresser sur le marché, je leur ai exposé, ils ont pas visité forcément. Mais effectivement oui ça les a confortés un petit peu, mais j'ai pas eu ce discours vous pouvez me croire vous allez regretter d'avoir loupé la première et ça allait jusqu'au bout, j'ai eu de la chance pour le coup, mais ouais voilà. Bah en fait le vrai professionnel il se fait ressentir là, c'est quand tu as suffisamment confiance en toi parce que tu sais ce dont tu parles en fait, tu as une bonne maîtrise et que tu es capable de dire avec un aplomb sincère, parce qu'on a l'aplomb quand on est sincère, que c'est bien pour les gens. Et c'est ma définition de la vente, hein, d'ailleurs, et c'est la mission d'ailleurs de Stratège IMO, c'est aider les gens à prendre une décision qui leur serait favorable. Tout simplement. Et si tu es dans cette démarche-là, bah, en effet, t'aides beaucoup de gens à faire des achats qu'ils n'auraient pas fait. Si on attend juste de se dire, finalement, c'est bon, c'est la maison que je veux, j'achète, bah, autant donner les clés aux gens et... Oui, bien sûr. Ouais, tu vois. Ouais, certain. Donc ça, c'est cette vidéo-là m'a vraiment fait prendre le Belge, hein, il m'a vraiment fait prendre conscience qu'en fait on avait une place qui était déterminante et que même la machine nous remplacerait pas parce que bah comme tu dis, les gens ils vont acheter une belle maison, ils auront peut-être fait parfois qu'une visite. Donc la rencontre avec toi, bah le bon moment que tu vas leur faire passer, bah contribue aussi à l'impression qu'il va garder de la maison. Et puis ta capacité à le conseiller et à l'inviter à se positionner, parce que c'est quand même pas facile de se positionner sur un bien. Donc c'est la confiance que tu peux lui dégager. Et c'est ça toute la valeur de l'agent immobilier en fait. Tout à fait. Et il y a aussi cette notion, on va dire, technique du bâtiment, parce que on va dire en 1 heure de visite, t'as pas le temps de voir tous les détails, tu peux avoir des craintes sur telle chose. Je trouve que justement l'une de nos missions, c'est de très bien connaître le lieu pour pouvoir rassurer sur tous les points après derrière, ou alors aller, si t'as pas eu l'information, ça arrive très souvent, aller la chercher justement avec les propriétaires, monter le dossier, voilà, rassurer sur tous les aspects techniques, parce que là, acheter un château en 1 heure, c'est assez complexe, mais pour toute maison, hein, sur tous les marchés, pour moi, on vend des maisons qui ont été habitées pendant des dizaines d'années parfois par des personnes donc qui connaissent parfaitement le lieu, mais en fait t'arrives sur place une fois que t'as ta maison, je pense peu importe la taille et bien évidemment encore plus pour des châteaux, mais t'as toujours des habitudes où tu vas regarder tiens il y a tel endroit il y a un petit problème, faut le laver un peu plus souvent, là la partie électrique bon c'est pas clean, enfin voilà, il y a toujours des petites choses, là je prends des exemples évidents, j'en ai pas sous la main, mais il y a toujours cette petite chose qu'on sait sur notre propriété qui est un peu un détail qu'on oublierait en vendant, mais qui est une chose qu'on fait habituellement chez nous, quoi. La réassurance, c'est une partie majeure de notre métier. Et oui. on voit sur les premières visites, il y a un petit temps d'échauffement. Les premières visites, on est moins chaud et c'est moins fluide que sur la 5, 6, 7e visite. Ah oui. Et c'est un rythme à prendre. Et donc tu reprends tes études. Ouais, je reprends mes études et le gars te dit vous n'avez rien à faire ici. Ouais, en gros c'est ça, voilà. Okay. Et je profite de cette année d'alternance pour appeler mon père qui me dit j'ai besoin de bosser, etc. Moi j'avais déjà une entreprise qui s'appelait Stratège Communication parce que 1 an et demi plus tôt j'avais monté avec Mathieu Verquin et un promoteur Hugues Bayard un site d'annonces géolocalisées et j'avais créé Stratège Com pour faire partie du projet du site qui s'appelait MyAdresse. J'avais cette société, j'avais un peu de sous dessus. Sous aussi que j'avais utilisé cette société-là aussi pour encaisser dans l'entrefait mes commissions d'agent commercial, etc. Enfin, de commercial indépendant. Et donc je me retrouve en année d'alternance, j'ai à peu près 50 000 euros que j'ai pas touché sur un compte bancaire de société. Stratège Com qui existe, et donc on fait le changement Stratège Com en Stratège IMO. Okay. Et là, je commence à me poser des questions et je vais visiter même à l'époque Stéphane Plaza. C'était les premières, avant même qu'il se lance en franchise, c'était les licences de marque, parce que pour une franchise, il faut avoir une expérience éprouvée. Et là, il se lançait, donc il était en licence de marque au départ.
on me donne la première franchise, donc, ou licence de marque, sur Rouen. Stéphane Plaza. Okay. Et j'arrête tout simplement parce que je regarde un peu ce qu'était leur contrat. Donc, tu avais 1 000 € minimum à donner tous les mois. Okay. Tu pouvais pas te développer comme tu voulais parce que tu devais leur demander, etc. Puis surtout, ça t'enfermait. La concurrence avec les autres, etc. Exactement. Ouais. Donc, j'ai rappelé, j'ai dit, non, finalement, je préfère démarrer, je n'irai pas avec vous. Donc, et je le regrette pas parce que ça m'aurait limité après dans mon développement. Et je m'étais dit surtout dans ma réflexion, si je dois donner 1 000 € minimum, je préfère prendre un premier collaborateur. Et en suivant cette logique du premier collaborateur, j'ai pensé à une amie qui s'appelle Marie Le Balleur, dont je connaissais la très grande foi en Dieu, et je me suis dit c'est de ça dont j'ai besoin, c'est de m'entourer au départ avec des personnes qui sont remplies d'espérance, etc. Parce que le projet d'entreprise, quand tu es rationnel et que tu regardes juste ton projet avec un regard très lucide et très rationnel, c'est extrêmement stressant. J'écoutais ce matin à la radio, ils disaient 95%, un sondage IFOP, comme 95% des gens se sentaient stressés au quotidien. Donc je pense que c'est quelque chose on y est tous confrontés. On l'est d'autant plus avec un projet d'entreprise où moi personnellement je mettais les sous que j'avais de côté sans aucune certitude que ça allait fonctionner. Et moi ça m'inquiétait énormément en fait. Ça m'inquiétait énormément. Et au mois d'août 2014, donc j'avais trouvé les locaux, je finissais ma licence, j'obtenais mon diplôme au fin août, et début août, j'étais complètement stressé, mais plus que stressé, c'était angoissé. En fait, j'essayais de me rassurer en me disant ça va marcher, mais j'avais aucun moyen rationnel de donner l'assurance que ça allait marcher. Et c'est là où, moi, c'est ce que j'appelle ma conversion chrétienne, parce qu'on a beau grandir dans la religion chrétienne. Dans la Bible, ils expliquent, c'est l'histoire avec le Christ et Nicodème. Il dit, c'est quoi naître de nouveau? Est-ce que c'est repasser par le sein de ma mère? Il dit, non, c'est cette nouvelle vie, et cette nouvelle vie de l'esprit. Et cette vie qui te change radicalement. Et en fait, ce changement de vie radical, je l'ai eu à cet instant-là, ça a été poussé par le fait d'entreprendre, c'est que je voulais tellement tout maîtriser par mes propres moyens, et je voulais tellement avoir des réponses rationnelles, parce que je suis quelqu'un de rationnel pour me rassurer, que j'ai dit, en fait, j'en trouverai jamais. De toute façon, on peut pas me prouver par A plus B que je vais faire le chiffre d'affaires que j'ai indiqué dans mon prévision. C'est certain, ouais. Complètement. Et là, j'ai dit, j'ai fait cette prière de conversion, qui a été le moment de ma conversion réelle. Et j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, je t'abandonne tout. Je suis capable de me lever et travailler de 8h à 22h s'il le faut tous les jours. Ça, techniquement, j'en suis capable. J'ai déjà fait. Voire même plus. Le reste, je veux plus m'en inquiéter, je veux plus m'en stresser. Je te l'abandonne. Si c'est de toi, ça marchera. Si c'est pas de toi, ça marchera pas. Et j'ai rajouté, et puis ce projet d'entreprise, je veux que ce soit un projet à la gloire de Dieu. Donc, je veux faire une entreprise à la gloire de Dieu. Et ça a été une réflexion qui m'a conduit sur tout l'entrepreneuriat jusqu'au cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est une entreprise à la gloire de Dieu? Et ça a déterminé pas mal de choses dans l'entreprise et qui trouvent aussi des réponses aujourd'hui que je pourrais peut-être expliquer après. Mais c'est aussi comme ça que j'ai embauché Marie Le Balleur, où j'ai tout de suite pensé à elle et je me suis dit, voilà une fille pleine d'espérance, une fille qui a aujourd'hui 6 enfants, qui avait du mal à trouver du travail parce que avec les 6 enfants c'était pas simple, mais une espérance, et j'avais envie d'avoir ça près de moi. Et pour l'anecdote, on démarre en septembre 2015 sur un rythme de à peu près 24 mandats par mois rentrés. Okay. Ouais, super. Ouais. Et puis la première année d'encaissement de chiffre d'affaires, c'est donc 2015. Et donc je démarre moi, mon père qui tient la compta, ok, le registre administratif, ouais. Geneviève, la mère de mon épouse, qui avait jamais touché un ordinateur, qui était femme au foyer entre guillemets, qui fait les allers-retours Dieppe-Sotteville pour venir travailler. Ok. Et puis après quelques collaborateurs qui ont bien voulu nous suivre. Et en 2015, la première année d'encaissement de chiffre d'affaires, on fait presque 400 000 € d'encaissement hors taxe de chiffre d'affaires. Donc là, c'est lancé quoi. Ouais, génial. Donc un beau succès quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on en parlera plus tard, mais on s'est posé récemment la question quel était qu'est-ce qu'un réseau de mandataires et sa notoriété, quel impact ça avait sur le terrain, et c'est une question qui est vaste. Et quand tu parles de Stéphane Plaza,
effectivement, t'es rassuré par, entre guillemets, la notoriété. Tu te dis, je suis peut-être un peu plus en confiance parce que ce réseau va me rassurer, il a une notoriété qui est installée. En même temps, tu te dis, ça va peut-être me limiter. Et c'est assez drôle parce que on en parlait récemment avec Baptiste et on se disait, mais en fait, finalement, c'est assez paradoxal parce que la personne qui fait le travail sur le terrain, c'est l'agent lui-même. Et quand tu dois recommander un avocat, un médecin ou des métiers de service, tu recommandes la personne et pas spécialement la structure qui est au-dessus. Mais en même temps, c'est un vrai combo entre les deux. Donc quand on est dans ces réflexions-là, ce que je veux dire, c'est que c'est dur de faire la part des choses et puis de savoir où s'orienter. Est-ce qu'il faut rejoindre un gros réseau? Est-ce qu'il faut se lancer? Et c'est bien que tu aies eu le courage et puis ça a payé en fait finalement. Tu as peut-être retrouvé une certaine confiance en tes capacités à délivrer certaines choses et de toute façon si on travaille et si on travaille dur, il n'y a pas de raison. C'est sûr que si on travaille dur, il n'y a pas de raison. Mais tu vois, moi je ne savais pas au moment où j'ai créé que derrière j'ai fait 10 agences supplémentaires. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais en faire 10. Je me disais, je me souviens quand je me suis installé à Sotteville, d'ailleurs ça s'appelait Sotteville Immobilier, tout ce que je voulais c'était être le référent local, que ça puisse fonctionner. Et j'allais chercher le midi mon déjeuner à la boulangerie en me disant, ça se trouve, à 50 ans, j'irai toujours chercher mon sandwich à la boulangerie. Je ne savais pas de quoi serait fait l'avenir. Et en fait, je crois qu'on a tous un chemin en fait, qui nous est dessiné. Alors vous, c'est incroyable que vous soyez aujourd'hui, je crois, dans l'immobilier de prestige avec vos parcours d'entrepreneurs. Oui. Donc on a tous un chemin. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas par hasard quand même. Mais je pense que c'est ça le plus important, c'est de se dire quel est mon chemin. Et parfois ce chemin-là, il est totalement irrationnel. Aujourd'hui, on pourra en reparler, mais sur l'immobilier solidaire par exemple, il n'y a aucune raison que je pousse ce truc-là en fait. Rationnellement, c'est absurde, c'est dangereux pour mon entreprise, j'expose mon entreprise et ma famille dans un temps de crise à supporter financièrement le besoin d'une structure qui fait du social. Mais il y a quelque chose de plus fort, ce sentiment d'être sur le chemin, mais comme l'avait Saint François d'Assise quand il décide de quitter sa bourgeoisie pour lancer sa première, je sais pas comment on appelle ça, une communauté de frères, et puis ça le dépasse. Comme toutes ces personnes qui en fait décident d'aller sur un chemin pour aucune autre raison que celle une conviction de se dire c'est là où je dois être en fait. Et en soi c'est là où je dois être, ça peut être aussi fort que juste dire je suis appelé à coiffer des gens toute la journée. Et peut-être que son chemin c'est juste d'être un très bon coiffeur toute la journée ou d'être un très bon prof ou le plus important c'est d'être là où on doit être en fait. C'est peut-être alors, moi j'ai pas de culture religieuse etc, mais ça résonne quand même ce que tu dis, mais c'est peut-être en lâchant prise et en s'affranchissant de pas mal de choses et en se recentrant sur l'essentiel qu'en fait son chemin s'ouvre et se déploie, parce que peut-être que si on est aveuglé ou si on veut peut-être avoir trop d'emprise sur notre quotidien, peut-être que du coup on se ferme naturellement des portes alors qu'en se recentrant juste sur le principal. C'est exactement ça, parce que un chemin de foi, c'est un chemin de liberté. Qu'est-ce qui nous rend esclaves, qu'est-ce qui nous asservit? Ce sont nos peurs, ce sont toutes nos idées limitantes, etc. Donc ce qui nous empêche réellement de s'accomplir pleinement et de s'épanouir et in fine d'être heureux, c'est d'abord toutes les choses dont on doit se libérer en fait. Donc oui, ça passe. C'est le lâcher prise quoi, sur plein de sujets. Exactement, c'est le lâcher prise. Alors c'est très facile de dire c'est le lâcher prise. Moi je mets au défi n'importe qui est stressé ou de dire juste faut que je lâche prise. Tu vois, c'est très compliqué à faire. Oui, mais ça peut être revenir à l'essentiel. Et ça peut même être faire ce qu'on sait faire de mieux et bien le faire ce qui nous anime. Et moi, ça me fait rire parce que j'en parlais avec Baptiste la dernière fois. Je disais, j'avais un petit coup de gueule contre la fiscalité française. Je regardais mon tableau de commission et je me disais, mais ce qui reste à la fin, mais j'avais les larmes aux yeux. Et je lui disais, mais on est dans un cercle vicieux qui est terrible parce que du coup, on en fait plus en se disant, pour compenser ce manque à gagner, on en fait plus, plus on en fait, plus on nous en prend. Et on développe des choses. Et je lui disais, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on revienne juste
quelque chose de très simple Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à lancer, enfin, Sur le côté pécunier, là, mais c'est pas... on a tendance à lancer plein de choses pour se dire, on a plein d'idées tout le temps en fait. Et ça va, Samy est un peu plus rationnel que moi sur certaines choses, mais il nous faudrait même d'ailleurs peut-être quelqu'un qui nous dise non mais stop, ça vous le faites pas, ça sert à rien ou autre. Enfin bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'on a tendance à lancer pas mal de choses. Ça, comme toi, comme tu disais, ça met en risque pas mal de choses parce que t'es obligé à chaque nouveau projet, t'es obligé d'investir. Si t'investis pas en argent, t'investis en temps. Tout ce que t'investis en temps dans un projet, c'est du temps que tu peux pas mettre dans un autre projet. Et toi, tu le sais très bien parce que t'as mixé plusieurs projets et plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, je veux bien savoir comment tu fais pour vivre en Normandie et travailler à Nantes. Si j'ai bien compris à ces moments-là, mais voilà, c'est tous ces projets-là et effectivement sur la partie après pécuniaire derrière, enfin, t'as l'impression d'être dans un monde qui va super vite que tu maîtrises pas parce que à chaque nouveau projet tu perds quelque chose, t'es obligé de donner quelque chose dans ce projet-là, donc tu perds forcément des ressources et où est-ce que les ressources reviennent après, et ça c'est générateur, je pense, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, d'énormément de stress et même ne serait-ce que sur le métier d'agent immobilier par exemple. Aujourd'hui on est presque capable de signer des mandats en 1 heure, oui. Je pense, versus je sais pas, si on revient 20 ans peut-être ou 30 ans en arrière, je vais faire la visite, l'estimation elle était que papier. On venait rendre l'estimation forcément physiquement, chose que j'essaye de faire le plus possible. Ça, on pourrait en parler aussi après, mais je pense que l'estimation c'est un vrai sujet dans l'immobilier. Tu développes tes photos. Tu développais tes photos, mais comment on faisait aller. Enfin, t'imagines les gens recevaient des courriers pour des demandes de visite. Oui, des courriers. Le temps d'écrire, le temps de la poste, il y avait au moins 3 jours. Là, aujourd'hui, tu peux prospecter, même la prospection te prend 1 ou 2 minutes. C'est intolérable si tu... Envoyer l'annonce dans le petit journal, dans le petit canard du coin. Ouais, les rédactions, de dire, tenez, je vous envoie l'annonce tout de suite, elle part en courrier. Hop, le temps que ça parte, le temps que ce soit traité derrière, parce que ça va arriver en secrétariat, etc. Le temps que ce soit publié. Mais enfin, les délais étaient extrêmement longs avant. Est-ce que ça permettait aux gens d'être moins stressés à l'époque parce que il y avait un temps qui était plus long et plus posé, et même la réflexion, pendant ces 3 jours d'envoi d'un courrier, t'as un temps où tu peux réfléchir. Tu peux aller marcher dans la rue, te dire tac, je vais réfléchir. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que les temps de réflexion doivent être extrêmement courts. Et sont de plus en plus courts. On va toujours à aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour certaines personnes, elle fait gagner du temps pour l'instant aujourd'hui. Je pense qu'il y a une partie de la population qui l'utilise. Nous, on l'utilise, et si on réfléchit bien, on l'utilise quasiment tout le temps. Pourquoi ? Parce que nos retouches photos, maintenant, il y a de l'IA. La rédaction d'annonces, maintenant, tout le monde utilise l'intelligence artificielle et ça se voit, mais à 1000 lieues. Là, vous regardez les portails d'annonces, c'est certain que vous allez trouver des annonces qui sont faites par l'IA. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui bénéficient de ce système pour ceux qui s'y mettent maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rédiger, et dans tout corps de métier, ils vont rédiger des mails en 1 minute au lieu de 2 heures, parce qu'il fallait qu'ils réfléchissent sur quels mots ils vont mettre. Mais demain, quand tout le monde utilisera ça pour la rédaction et pour les échanges, demain, on prendra même pas un rendez-vous. On dira « prends rendez-vous pour moi ». C'est déjà en cours. Donc, ça veut dire que cette action-là va prendre 2 secondes. Donc, ça veut dire que la réflexion sur la stratégie et la tactique de comment je vais faire pour interpeller telle personne, elle va devoir se prendre hyper vite. Et tous les délais se raccourcissent de plus en plus. Donc, est-ce que c'est pas aussi cette vie c'est possible, qui fait qu'on a du stress ? Et après, je trouve que ça résonne énormément, effectivement, sur se lâcher prise et dire, surtout dans... Après, juste, je pense que l'humain a toujours été stressé aussi. Oui, c'est certain. On a toujours peur. Ils avaient peur de se faire croquer par... on a toujours peur. Il y a tout ce qui est nouveau. C'est pour ça que le changement, tout le monde est réfractaire au changement. Parce que ça crée une peur dans notre cerveau. Au Moyen-Âge, ils avaient peur de se faire attaquer. Il y a toujours eu des peurs. Et donc, ta première année, c'est 2000...
2015, du 2015, c'est la première année complète d'encaissement. Donc là, ça fait 10 ans, du coup. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Ok. Et donc le développement après, Après, on a fait 10 agences dans l'immobilier traditionnel. Ce que je savais pas, mais qui se constate aujourd'hui, c'est qu'on est passé en 2015-16 de à peu près 600 000 transactions à l'année au national. Ça, c'est le chiffre dans l'ancien. Ouais. À 1,2 million au sommet 2021-2022, je sais plus. Ouais. Donc, je pense que ça a apporté aussi la croissance des agences. Et puis, il y a eu 2 fermetures en 2022. Donc, si j'ai su lever la voile quand le vent soufflait, il a fallu que j'apprenne aussi à replier cette voile à partir de 2022. On a fermé 2 agences. Et on est passé de 43 salariés à 12 salariés au point le plus bas, mais avec des effectifs toujours conséquents parce qu'il y avait des agents commerciaux. On a pu garder quand même une structure avec des agents commerciaux. Et puis là, l'objectif, c'est vraiment d'élever la performance de nos agences, parce que je me dis que si on veut continuer le développement, je ne peux pas juste développer ma prise de risque. À chaque nouvelle agence, c'est des nouveaux loyers, c'est des nouvelles charges fixes. C'est contrairement à un réseau de mandataires où une fois que la structure est lancée, qu'on ait des agents à Lyon, Marseille ou Bordeaux, c'est pas un souci. Nous, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau territoire, il faut une structure physique. Donc, dans le jargon, c'est pas un modèle scalable. Exactement. Donc, l'idée, c'est de se dire, si on veut être meilleur, il faut être gaulois parmi les Romains, c'est clair, mais comment reproduire des Gaulois un peu partout en France, c'est plus long, ça prend plus de temps, donc ça passe déjà par avoir une très belle performance là où on est, donc élever la performance et avoir un savoir-faire qui produit la performance pour le redupliquer. Et ça prendra le temps que ça prend, mais on pourrait en parler sur les réseaux de mandataires et sur les agences traditionnelles. Moi, j'ai parlé de personal branding. Moi, je pense qu'il y a un grand abandon des structures comme les réseaux de mandataires aujourd'hui. L'abandon, c'est de créer cette culture d'entreprise qui fait qu'on a un savoir-faire commun, une marque commune et une façon de faire en commun. Ça prend énormément d'énergie à toutes les entreprises. En fait, quand tu crées un réseau de mandataires où finalement tu dis chacun peut faire comme il veut et sous la coupe du personal branding, en fait, ça favorise aussi ça élimine des coûts et ça favorise ton développement. Mais la vraie question de fond, c'est est-ce que c'est bon pour ceux qui le pratiquent? Et en fait, la réponse est non, parce que quand on regarde statistiquement, il n'y a que 5% pour qui c'est un effet d'aubaine, c'est-à-dire pour les très bons qui sont mis en figure de proue en disant faites comme lui, ça va très bien marcher. Et les 95 autres %, ils ne gagnent pas leur vie. Donc il y a une instrumentalisation des meilleurs qui profitent du système pour recruter les nouveaux. Et c'est moi qui le dis, regardez les chiffres de la Maison du Mandataire 2023, 45 000 mandataires sur le territoire pour à peine 150 000 ventes. Ça fait 3 ventes par mandataire à l'année. Et parmi cette moyenne de ventes, sont compris dedans également les agents commerciaux en agence, qui statistiquement font 2,5 fois plus de ventes que ceux qui sont en réseau de mandataires. Okay. Donc si on devait prendre juste la moyenne des réseaux de mandataires, on est à moins de 3 ventes par tête. Donc moi c'est ce que je critique, c'est le fait de dire moi si je suis patron, je veux créer un système qui offre une vraie promesse aux gens de pouvoir réussir. Tous les matins quand tu te lèves et que tu dis en fait il y a que 5% qui réussissent grâce à mon système, c'est que tu vends du rêve. Et c'est ça que moi je critique. Et pendant que on dit c'est pas les gens qui sont dedans. Les gens sont très bien. D'ailleurs leurs meilleurs on préférait qu'ils soient dans nos agences. Mais c'est vraiment ceux qui ont créé le système parce que par voie de conséquence, nous on a des salariés, on a des jeunes, on fait de l'apprentissage, on les salarie et donc on investit dedans et puis ils sont tentés d'aller prendre des commissions qui sont très fortes qu'on leur fait miroiter alors que dans la réalité c'est même pas le cas. Je discutais encore récemment avec un agent tradi à l'ancienne qui me disait moi dans mon agence Century pour pas la citer, Bruno Ferrand, qui était une agence implantée localement à Desvilles-les-Rouen. Puis Bruno Ferrand, la famille elle est connue depuis un siècle sur la vallée du Cailly. Il touchait à peine en rémunération évolutive de 25% à 45% de la commission d'agence. Okay. Aujourd'hui, dans un réseau de mandataires, on démarre à 70%. Et le gars dit, moi, si je devais refaire, je retournerais chez Bruno Ferrand, parce que chez Bruno Ferrand, la structure me permettait de faire 150 000. Je discutais avec un ancien de chez Leverdier. Leverdier, à l'époque, c'était l'agent immobilier le plus connu de Rouen. Ses agents commerciaux étaient payés à 45%. Et je discutais encore avec un de ses agents commerciaux qui disait en 2010, il a quitté la structure, il dit, je préférais mon travail quand j'étais chez Leverdier. J'avais 45%, mais je faisais 200 000 € de chiffre.
Et pour toi, la grosse différence là-dessus, c'est quoi? Pourquoi ce tel écart? L'écart, il est simple, c'est juste que quand tu bosses dans une agence traditionnelle, tu crées un environnement de travail où les gens, tu vois, les agences Val de Seine, ils sont à 8 heures tous ensemble au café. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour donner des exemples. Tu fais de ce métier qui est vendu comme étant un métier où tu peux travailler sur un transat, t'en fais un vrai métier où, en fait, de 8h à 22h, s'il faut, t'es sur le tarmac en train de bosser et challenger avec en temps réel, au quotidien, avec des confrères qui, eux aussi, sont motivés. Et ça pousse la performance, en fait. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans l'agence traditionnelle où t'as entre 2 et 5 personnes maximum qui sont dedans, qui partagent leur vie au quotidien, ça devient des collègues en fait. Et je crois moins à cette façon de faire l'immobilier où tu le fais de chez toi. Alors peut-être sur l'immobilier de luxe c'est différent, mais en tout cas dans l'immobilier traditionnel où tu es obligé de faire un volume conséquent de ventes pour gagner ta vie, parce que les commissions sont petites, tu es obligé d'être tous les jours dedans. Ça devient ta vie l'immobilier, donc tu es obligé de... Oui. Après moi j'aurais pas un avis aussi tranché que le tien, je pense que c'est comme dans tous les métiers. Un artisan, n'importe quoi, couvreur, il peut être salarié d'une entreprise de couverture avec les contraintes que ça a et la stabilité que ça apporte, mais il peut aussi se mettre à son compte avec les avantages et les inconvénients que ça a également. Donc, ça dépend beaucoup du tempérament et de la capacité de l'humain à s'en sortir, et c'est pour ça qu'encore une fois, il y a 5% qui s'en sortent très très bien. Oui. Moi, je dis juste que le choix en tant que chef d'entreprise, c'est plutôt de développer un système où ça profite pas qu'à 5%, mais au plus grand nombre. Oui. Et ça, c'est vraiment louable. Et effectivement, investir dans des salariés qu'on salarie avec des charges récurrentes, du coup, vous avez un développement et une vision qui est peut-être plus dans la pérennité. Qu'un réseau de mandataires classique où en fait on s'est toujours dit c'est le meilleur métier, tu recrutes des agents mandataires, ils rapportent, tu gagnes dessus, ils rapportent rien, ça te coûte rien, donc c'est moins, je pense peut-être moins risqué. Le business model il est plutôt d'ailleurs les agents mandataires, les vrais patrons de ces structures-là, ce sont plus des agents immobiliers, ils ne voient plus leur métier comme étant celui d'un agent immobilier, ils voient leur métier comme étant je suis une nouvelle sorte de franchise. Avant, la franchise se faisait à l'échelle de l'agence, maintenant elle se fait à l'échelle de l'individu. Et je me fais rémunérer pour les services que je mets à disposition de l'individu. Donc la délégation de ma carte T, le logiciel, la communication, éventuellement même une régie com pour le collaborateur. Évident, par contre, c'est incontestable. Le gars qui est très bon et qui est très autonome, vaut mieux qu'il aille dans un réseau de mandataires, il gagnera mieux sa vie. Mais si ce gars-là a une vision un peu plus grande, vaut mieux une vision plus généreuse, entre guillemets, vaut mieux qu'il est dans une agence, parce que dans une agence, on a besoin de leaders, on a besoin de gens qui vont encadrer. Alors, tu me diras, il peut encadrer aussi dans des réseaux à domicile, mais on a besoin de ces profils-là pour avoir une strate managériale de bons responsables d'agence. Et en fait, nous, ça vient un petit peu ça nous prive, en fait, de ces personnes-là dans ces agences traditionnelles, donc ça appauvrit aussi nos potentielles ressources en responsables d'agence, quoi. Effectivement. Et alors, deux choses. Donc, quand tu parles des agents, du coup, qui gagnent peut-être moins, donc une part moins importante de la commission d'agence, donc 45% environ, ces agents-là, du coup, en agence, on va dire, traditionnelle, ont un salaire et ont un contrat. Alors, il y a des agents qui, en tant qu'agent commercial, touche 45% de la commission en agence, en tant qu'agent commercial. Okay. Il y a des salariés également en agence, mais c'est juste pour illustrer que sur le marché, il y a des personnes qui préfèrent aller prendre 45% en agence plutôt que 70% et plus dans un réseau de mandataires, parce qu'ils sont convaincus... Alors, des réseaux de mandataires, 70%, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plus... C'est quoi? Non, c'est moins. C'est 50, plutôt 50. Ouais. Et comment dire, parce qu'ils sont convaincus que dans une agence, il va y avoir quelque chose qui va leur être apporté, qui va leur permettre une performance quotidienne. Et je pense que ce ratio, tu dis c'est 95,5, c'est ça, 5% de personnes qui performent. Ouais. Je pense que tu colles ce ratio-là aux entrepreneurs, aux gens qui se lancent en global. Je pense que tu arrives sur les mêmes statistiques. Pourquoi ? Parce qu'effectivement,
et tu l'as dit, c'est l'autonomie et de la personne. Et donc, en fait, t'as que des chefs d'entreprise. Et on connaît le ratio d'un chef d'entreprise sur les taux de succès. On sait que la plupart des chefs d'entreprise, bon, je crois que c'est un peu moins sévère, je crois qu'on est à 80, entre 80 et 90% des chefs d'entreprise se loupent, en quelque sorte, ou gagnent difficilement leur vie. On peut regarder aussi, j'ai pas les chiffres exacts, mais le salaire d'un chef d'entreprise, il est entre 1005 et 2000 euros, pas plus, en moyenne, en France. Donc je pense qu'elle est là la grosse différence, c'est qu'effectivement, quand tu es en réseau de mandataires, t'as personne pour te driver. T'as personne qui va te dire bon ben là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Déjà, il n'y a pas forcément une très grosse formation à ton arrivée. De toute façon, dans un réseau de mandataires, ce qu'il faut, c'est que tu coûtes en quelque sorte le moins cher possible et que tu rapportes le plus après, derrière. Et effectivement, comme disait Samy, c'est que c'est vrai que la position elle est relativement confortable parce que plus tu as de mandataires derrière, plus théoriquement tu as des rentrées d'argent. Ouais. C'est d'ailleurs le gros travers des réseaux de mandataires, c'est de mal gérer le recrutement, de mal gérer les personnes qui viennent, de faire de la masse et donc de perdre potentiellement toutes les personnes qui, à l'origine, travaillaient plutôt bien et se font sabrer parce qu'une mauvaise politique de recrutement derrière, une mauvaise gestion, quoi. Moi, j'aime bien dire que le réseau de mandataires en soi, c'est un échec, sauf pour les patrons. Parce qu'en fait, à l'origine, quand on refait le fil conducteur, les premiers, c'était CAPI France, et CAPI, c'était l'abréviation de Centre d'affaires des professionnels de l'immobilier. En gros, c'était les premiers à s'être dit la commission d'agence est trop élevée pour le client. Donc, comment on peut faire pour qu'il ait le même service mais avec une commission moindre? Donc, c'était dit, on va faire des centres d'affaires. Au lieu d'être 4-5 dans une agence, on va être 50. Il n'y aura qu'un copieur, qu'une assistante. Et puis, on va faire des économies d'échelle. Exactement. Ouais, et l'objectif, c'était vraiment un objectif orienté vers le client. C'était, on va vous apporter un service équivalent avec un coût moindre. Et donc, il faut faire une économie d'échelle. Il y avait une logique d'industrialisation, de faire des économies d'échelle. Et en fait, ce système a été dévoyé petit à petit avec l'arrivée d'Internet, qui a permis finalement que les gens puissent travailler à domicile, parce que jusqu'à 2008, il n'y avait pas le full web, donc les gens étaient obligés de venir sur des PC en dur où il y avait les logiciels, donc dans les centres d'affaires. Puis dès qu'il y a eu le full web, les gens pouvaient travailler à domicile. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement, les réseaux de mandataires ont éliminé les assistantes, les tranches managériales intermédiaires, tout un tas de frais de structure qui sont inhérents aux agences traditionnelles. Et aujourd'hui, dans les faits, ils ne sont pas moins chers pour le client qu'une agence traditionnelle. Et ils ne sont pas moins chers pour une seule raison, c'est parce que vu la faible performance des collaborateurs en réseau de mandataires, en fait, l'économie d'échelle a été redonnée à l'agent mandataire qui est trop peu performant, et donc si on ne lui redonne pas à lui, en fait, il n'en vit pas. Parce qu'à 3 ventes l'année, tu t'en vis pas. Donc celui qui a eu le gain de ces économies d'échelle, c'est le collaborateur, mais du fait d'une sous-performance qui ne permet pas finalement de la donner au client, en fait. Donc ça n'a même pas servi l'intérêt du client. Oui, non, mais et ce que tu dis, juste pour finir sur ce sujet-là, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, il faut quand même effectivement qu'il y ait une certaine vérité derrière tout ça. Et nous, on l'a vu dans différents réseaux de mandataires, parce que c'est notre quotidien, on parle avec nos confrères, etc. Il y a même certains réseaux où 80% du chiffre est fait par 20% c'est ça. Des mandataires. Et plus de la moitié des mandataires font 0 ou 1 transaction. Et donc c'est vrai que... Alors après, il ne faut pas tout mélanger. Il y a aujourd'hui, un bon mandataire est obligé de faire du personal branding parce que c'est ce qui le fait vivre. Et aujourd'hui, il faut être sur les réseaux, et nous, on est convaincus parce qu'on le vit tous les jours. Mais il ne faut pas faire de fausses promesses. Bon, c'est des choses différentes, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité derrière qui est quand même pas facile, surtout dans les temps qui courent aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai vu récemment un patron de réseau de mandataires, Lionel Pelletier, BSK, qui lui, pour le coup, est très clair avec ses agents mandataires en disant il faut 10 ans avant de réussir, tout le monde n'est pas fait pour réussir et c'est OK. Mais au moins, moi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a le mérite de dire moi, je vous annonce les choses clairement, je ne vous vends pas du rêve. Vous avez le choix, vous venez, c'est votre liberté. Bon, faut quand même noter qu'il y a beaucoup de gens qui vont malgré tout, qui sont attirés en fait par les réseaux de mandataires, et puis c'est ce qui fait aussi leur succès, parce qu'il faut bien que les gens aient envie de ça. Donc je pense que l'autonomie, c'est aussi quelque chose que veulent les gens, mais après, dans les faits, est-ce que c'est bon pour eux? Ça, c'est la question.
Bah ouais, c'est est-ce que je suis entrepreneur ou pas, est-ce que je vais avoir cette autonomie, cette autonomie-là, et parce qu'en fait c'est ça la différence, pour un peu conclure là-dessus, la différence entre un réseau de mandataires et une agence traditionnelle, on va dire, c'est cet aspect, on va dire, communautaire, même on va dire coaching obligatoire pour être dans les termes actuels, mais le management et le pilotage en fait de l'activité qui change. Ouais. Parce qu'en soi, sinon, il n'y a pas de changement. Ils sont pas salariés, donc ils vont toujours toucher une partie de la commission, mais ils vont bénéficier effectivement peut-être d'un réseau local peut-être un petit peu plus fort, plus de proximité, plus de formation, plus de pilotage derrière, et de dire bon il faut faire ça, etc. Voici les stratégies, les partages, les bonnes pratiques, etc. Donc après, un réseau de mandataires en soi pourrait faire ça aussi. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils essaient de mettre en place, et puis je pense qu'ils vont y arriver là. Même on va avoir une obligation de formation qui va être poussée, là c'est dans les tuyaux. Oui. Je pense que ils vont se débrouiller beaucoup plus vite que les agences traditionnelles parce qu'ils ont plus de moyens, ils vont se développer en région, etc. Après non, c'est juste les faits. Hein. Quand on regarde dans les faits, il y a 5% qui réussissent, 95% qui échouent. Bon, c'est juste ça le. Oui, non, mais c'est sûr. Une gestion, juste pour finir, du risque est différente. Petite anecdote, moi j'ai rentré un mandat la semaine dernière et j'ai poussé l'exclu, elle voulait pas. J'ai poussé, elle m'a dit non. Et donc mandat simple avec une autre agence, pareil sur le même segment. Et je vais faire les photos la semaine dernière, donc ça se passe super bien, elle est contente. Et puis, c'est une ancienne directrice commerciale d'un grand groupe français. Et elle me dit, vous les commerciaux. Je lui dis, et puis à un moment, je lui dis, attends. Je dis, attendez, moi je suis pas commercial, je suis indépendant. Elle me dit, oui, mais de toute façon, vous avez votre fixe. Et puis, je dis, non, je vous arrête. La maison, je la vends pas. Je touche 0. Je paye pas mes factures, je paye pas ma nourriture, je paye pas mon loyer. Et là, c'est décomposé. Et en fait, elle avait pas bien compris que son choix de pas donner une exclusivité, que je peux comprendre, hein, mais impliquait qu'un des deux agents, au final, allait s'asseoir sur son investissement total. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément parce que pour nous ça nous semble naturel, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait insister. Ouais, mais personne le sait. Hein. Ouais. Moi je crois qu'à chaque fois je parle de ce que je gagne sur la transaction à la fin, quand on a vendu. Mais sinon personne le sait, effectivement. Et tout le monde dit ah ouais, bah oui. Ouais. Et d'ailleurs, personne ne le sait, et c'est bien de l'expliquer parce que c'est ce qui explique aussi nos honoraires, parce que je crois qu'au niveau de l'Europe, ils voulaient revoir les honoraires en France, sauf que en France, quand on voit la proportion de ventes par agence par rapport aux autres pays, si on en fait 2 fois moins, on est obligé d'être 2 fois plus cher. Bien sûr. Et pour payer notre fonctionnement. Et si on est 2 fois plus taxé que les autres pays, on est obligé d'avoir 2 fois plus d'honoraires. Et moi, je ne sais pas si vous vous souvenez des agences de papa qui avaient sorti des pubs où ils disaient 2000 €, on vous fait la vente. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'était hyper préjudiciable parce que ça voulait dire que tous les autres étaient des voleurs. Sauf que dans les faits, en fait, mais c'est fini, je crois. C'est fini, d'ailleurs, c'est fini. Et en fait, ils prenaient systématiquement 2000 € parce que les gens s'engageaient au moment de la vente de financer 2000 € parce qu'ils avaient une intervention. Donc, c'était une sorte d'exclusivité sur du long terme. Donc, ils avaient en fait 100% de chance de prendre 2000 €. Et cette année-là, j'avais regardé le nombre de mandats qu'on avait pris au cours de l'année. On avait pris genre 900 mandats. Et je me dis, si sur les 900 mandats, j'avais pris 2000 €, en fait, j'aurais fait le même chiffre d'affaires qu'au résultat. Alors qu'on avait un honoraire moyen qui était TTC aux alentours de peut-être 8000 €. Parce qu'ils ont fait ce calcul-là. Hein. Ouais, exactement. C'est sûr, ils ont fait le calcul et ils se sont dit, il faut qu'on prenne X mandats. Nous, on a eu cette réflexion-là. De dire, c'est simple, en fait, on fait payer, on y avait pensé à un moment. J'ai fait moi sur un client là. Ouais. J'ai fait des frais de dossier. 1500 € hors taxe. Ça comprend, voilà, pour justifier un peu les photos, le dossier, c'est une très très grosse propriété. Et surtout lui faire comprendre que voilà, c'est un investissement sur le long terme et il peut changer d'agence dans 2 mois s'il veut, mais voilà au moins. Donc nous en tout cas on a pensé à ce modèle-là, à dire oui on devrait prendre des commissions fixes. Mais si tu fais ça, et d'un sens, on serait certainement gagnant. Et d'un sens, pourquoi pas ? Parce que surtout sur les proprios qui sont pas conscients du prix, qui veulent un prix de poney. Oui, c'est ça. La commission les fixe. Je suis trop cher. Oui, oui. Ça changerait peut-être les visions d'ailleurs. On irait beaucoup plus vite à la baisse de prix parce qu'il faudrait, ou les estimations seraient,
en tout cas, le discours serait pas le même, parce qu'il faudrait vendre, quoi. Mais ce serait une super idée, surtout pour vous qui mettez vraiment des moyens conséquents sur chaque mise en vente, d'avoir systématiquement des frais de dossier éventuellement inclus genre les rembourser sur la vente. S'il y a la vente, ça c'est génial parce que ça change. Mais on est le truc là, j'ai fait signer un mandat dégressif. Donc le client voulait, il en voulait 5 millions, moi j'estime que ça vaut 3,5 millions. Donc on a signé un mandat d'1 an et tous les trimestres on baisse le prix, c'est contractuel, jusqu'à mes 3,5 millions. C'est faire, on teste son prix, on a engagé 1 an, et moi j'ai intérêt à le vendre cher parce que vu que je suis au pourcentage, j'ai plus de commission. Si malgré tout ça se passe pas comme prévu et on a quand même un avis qui est plutôt éclairé sur le prix d'une maison, on finira à mon prix et ça justifie l'investissement d'une année et voilà, on essaie des petites choses comme ça. Ouais, parce que c'est sûr que c'est pas le même boulot. Si t'as passé 1 an dessus ou si tu l'as vendu à la première visite, c'est clair. Bien sûr. Donc, et puis effectivement, donc nous on déploie effectivement beaucoup d'énergie sur la mise en vente des propriétés. D'ailleurs, certains propriétaires aussi se rendent pas trop compte parfois. Bon, on va dire quand même la plupart du temps, ils nous voient arriver. C'est vous qui prenez les photos. Donc, vous êtes agent immobilier, vous êtes photographe, il est où le photographe professionnel, etc. Non, mais vous inquiétez pas. On s'est formé. Et vous allez voir après au résultat. Sans se jeter des fleurs, en toute modestie, la plupart de nos clients sont satisfaits de nos shootings, donc tout se passe bien, mais c'est vrai qu'on met énormément d'énergie dans la mise en vente des propriétés, jusqu'à, de toute façon, il y a certains châteaux, notamment l'un des derniers châteaux qu'on a rentré, on est en phase de le vendre, ça devrait le faire, mais on a passé 2 jours à shooter, du matin jusqu'à la nuit, parce qu'on fait shooting de nuit aussi. Pourquoi on fait nos photos nous-mêmes, c'est aussi un peu pour ça, parce que mine de rien, nous, le photographe, faut le payer. Parce que nous, le photographe, il nous dit pas tu me paieras si t'as une maison, si t'as réussi à la vendre. Donc si on n'a pas d'exclusivité, le photographe, lui, on le paye, c'est sûr. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le vend, tant pis, on s'assoit dessus. Et donc, mais tout cet investissement-là, nous, on aime le faire. On est vraiment passionné par, justement, on est passionné par l'immobilier, c'est pour ça qu'on travaille dessus. On adore prendre, tu vois la chance qu'on a. On est dans un château aujourd'hui, qui est magnifique, qui a une histoire, c'est une passion de venir shooter ça, mais c'est vrai que c'est un énorme investissement. On met beaucoup d'investissement, et ça, on a du mal après à bien le défendre, et que les gens se rendent compte, effectivement, qu'on peut tout perdre si on n'a pas vendu. Donc c'est pour ça, l'engagement, il est maximal, quoi. Oui, l'engagement, il est total. Et juste pour revenir sur ton parcours, donc là, tu as 10 agences, c'est ça ? Ouais. Ok, le chiffre, tu le communiques ou pas Oui, pas de souci. En 2022, on a fait un peu plus de 2 millions hors taxes en honoraires. Et on est redescendu à peu près à 1,5 million, ce qui est c'est un beau chiffre. Pas 400 000 la première année, 1,4 million, 1,5 million aujourd'hui, on passait par 2 millions, c'est bien, hors taxes. Sachant que j'ai regardé tout ça hier. En 2024, il y a 1200 agences qui ont fermé. Ouais, ok. Donc ça comprend aussi les indépendants, mais en tout cas, ceux qui étaient référencés. Carte professionnelle, carte T. Donc 1200, donc c'est quand même... et il y a eu, je ne crois pas dire de bêtises, 17% de volume de vente en moins sur 2024. Et une augmentation du nombre de propriétés à vendre de 12 ou 13%. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a un volume de vente qui a baissé de quasiment 20%. Et il y a 12% de plus de propriétés à la vente. Donc vous en êtes quand même bien sorti et il y a un peu de tri dans le secteur en ce moment, quoi. Ah oui, complètement. Moi, j'ai fait un choix fort en 2022. J'avais un gros report à nouveau sur la société et je sentais le vent tourner. On était à 43 salariés. Je savais ce que ça allait nous commencer à nous engager de restructurer l'entreprise. Et j'ai fait le choix de dire non, je laisse le report à nouveau dans la société. Et puis s'il faut tout perdre, on ira jusqu'au bout. Mais je pense que à ce moment-là, si j'avais eu l'idée de me servir en disant je vais me sécuriser, il n'y aurait pas eu dans la société la trésorerie
nécessaire. À un moment donné, ça a été chaud patate. Et il fallait voilà, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui auraient pu peut-être résister avec des gestions de trésorerie et de sacrifices de leurs dirigeants. Voilà. Ça, c'est... Et donc là, l'idée sur les prochaines années, c'est de stabiliser l'effectif, stabiliser la marque et peut-être plutôt travailler sur l'ajout de valeur, la proposition de valeur. Ouais, il faut monter la performance. En fait, ce que vous faites, je trouve ça génial. Et en fait, je pense que ce que vous faites, alors vous le faites pour le luxe, et c'est carrément logique, c'est légitime pour le luxe, ça complètement ça. Enfin, si ça doit avoir sa place quelque part, c'est d'abord dans le luxe. Mais en fait, si ce que vous faites était partagé à tous les niveaux pour la vente de maison, bah, ce serait génial. Moi, je trouve que votre modèle, en plus, contrairement au mien, où on veut vraiment être des agences locales, spécialistes du secteur, parce qu'on adresse tout type de biens, l'investisseur, la gestion locative, la RP, c'est vrai. On est obligé d'avoir une agence. Mais sur des profils comme vous, ça me choque pas d'avoir peut-être juste dans les grandes villes, peut-être un bastion, tu vois, quelque chose comme ça, quand même, pour dire qu'on a une présence. Je pense que les gens sont quand même attachés à dire, bon, si jamais il faut aller trouver quelqu'un dans un bureau ou se retrouver, mais parce qu'en fait, vous avez des secteurs qui sont très larges. Donc, la sectorisation est très large. Quand vous allez voir des propriétés partout en Normandie, c'est pas tellement justifié de rassembler. Par contre, vu le niveau de propriété que vous adressez, bah en effet, il faut des collaborateurs qui aient une compétence aussi peut-être supérieure. Et de fait, cette compétence supérieure associe aussi une autonomie naturelle qui fait que votre besoin d'avoir un maillage d'agence comme le mien, je pense qu'il est pallié. Et ça me fait penser ce que vous faites à René Coste, parce que René Coste, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont visé un marché de niche, le viager, avec des très très bons experts qui sont des référents sur leur territoire. Je ne sais plus si c'est à l'échelle départementale ou régionale. Ouais. Et là, ça marche parfaitement parce que qu'est-ce que tu vas faire une agence à Rouen quand tu vas voir que 2-3 viagers, ça n'a pas de sens. Donc, je pense, enfin, quand je dis ça, c'est que je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tous les cas, Baptiste, tu m'avais parlé peut-être tu émettais des hypothèses sur des réseaux mandataires spécialisés dans le luxe. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. À un moment, tu m'avais évoqué que pourrait émerger l'idée d'un réseau de mandataires spécialisés dans le luxe. Ouais, après c'est nous c'est ce qu'on intègre aujourd'hui, de réseau de mandataires spécialisés. Enfin voilà, on est spécialisé dans le luxe. C'est vrai qu'on avait réfléchi à ce modèle-là. Mais oui, c'est ce qu'on avait réfléchi. Ouais. En se disant en fait, il y a de la place pour tout le monde. Chaque agence ou chaque réseau a sa spécialité. Toi, ta spécialité, c'est peut-être plutôt l'aspect accompagnement local. Ouais, c'est ça. Tu es très performant à Rouen, mais tu ne l'es pas à Caen. Nous, on est plutôt performant sur le haut de gamme, mais on ne l'est pas sur le classique. Et on avait la réflexion de se dire, est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose où en fait on avait cette idée. On mutualiserait notre clientèle qui est sur les hotspots français. Le Cap Ferret, Saint-Tropez, Cannes, Nice, Deauville, etc. Ouais. Donc il y avait cette réflexion-là de se nicher, de se spécialiser. Mais ça fera l'objet d'un épisode. Je pense, ouais. Voilà, d'ailleurs, encore un peu tôt pour en parler. Ce serait bien. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'était un objectif. Mais c'est partie de pas de choses qu'on imagine, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et après, c'est toujours pareil. On parlait des 95-5, quoi. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on est dans les 5%, on essaye d'y être, voilà. Mais nous, l'autonomie, ça nous va, même si nous, on a de la chance, on travaille ensemble. Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que il y a quand même cette notion de regroupement. On est humain, en fait. Et c'est pas parce qu'on parle à des clients ou à des acquéreurs tous les jours que ça satisfait un besoin social. Ouais, et loin de là. C'est que on est toujours obligé, même si là tout à l'heure la propriétaire m'a dit je vais pleurer quand on aura vendu. Moi de savoir ça, et en plus au fur et à mesure du temps que je passe avec les propriétaires, du temps que je vais passer avec les acquéreurs, quand c'est terminé, moi ça me fait toujours quelque chose. Je sais que là je vais vendre un château fin avril. Ça y est, on a finalisé
la date de l'acte authentique, enfin, voilà. Et encore, il y a la SAFER qui doit donner son go. Mais c'est toujours émouvant. Et dans les deux sens. Pour les personnes qui vont quitter leur propriété, parce que là, ne serait-ce qu'ici, les personnes sont là depuis 40 ans. L'acte ne va pas être quelque chose d'anodin. Et donc, on fait de la production vidéo. Et l'exemple typique, j'ai vendu une autre propriété. J'ai fait une vidéo. Forcément, ça m'a fait quelque chose émotionnellement de la vendre. Donc, j'ai réalisé cette vidéo avec mon émotion, donc avec une musique particulière, avec un tempo particulier dans le montage, dans la réalisation. C'est émouvant. Enfin, parce que j'étais ému au moment où je l'ai faite. La propriétaire a pleuré quand elle a vu la vidéo. Enfin, a eu la larme à l'œil. C'est triste ton métier, toi. Elle est pas partie en sanglots. Non, c'est des belles émotions. Oh, c'est des belles émotions. Mais du coup, en fait, on partage une émotion particulière. C'est pas. Enfin, je sais même pas pourquoi je parle d'émotion d'ailleurs. Mais tu étais parti sur le regroupement des hommes. Ouais, voilà. Et donc du coup, on fait quelque chose. On a besoin de relations, même si on a ces moments d'émotion, etc. On n'est quand même pas avec des amis qu'on voit tous les jours et qui vont nous suivre pendant 5 ans. Voilà. C'est un autre rapport, etc. Donc c'est là où je te rejoins. Où les agences traditionnelles, elles ont ce lieu, cet endroit qui fait partie de la culture d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un petit message aussi qu'on peut adresser au réseau de mandataires, c'est que même si on se regroupe une fois dans l'année, il faut qu'il y ait au sein des fondateurs une réelle envie de créer une marque forte et de créer des relations avec leurs mandataires. Et c'est hyper complexe, et notamment dans le luxe, parce que dans le luxe, on peut pas être 10, par exemple, sur une région. On peut pas être 10 sur un département, on peut pas être 10 sur une ville. Alors, enfin, il y a des villes où ça pourrait être le cas, mais bref, les marchés sont tellement différents d'un endroit à un autre, c'est-à-dire que on va pas vendre à Aix-en-Provence les mêmes produits qu'on vend en Normandie, on va pas vendre le même volume de produits en Normandie qu'à Paris, par exemple. À Paris, le million, c'est un appart je vais dire des bêtises, mais c'est un appart de 30 mètres carrés, peut-être. Et encore, je pense, 30 mètres carrés, on est peut-être au-dessus du million. Pour arriver au million en Normandie, c'est autre chose. C'est un château, c'est plusieurs centaines de mètres carrés, ou alors c'est aucun travaux. Voilà, les marchés sont vraiment différents. Mais bref, on n'a pas ce vivier. Ouais, effectivement, on est loin. Donc si on se voit, c'est minimum 3 heures de route et on va se voir à 4 ou 5. Voilà, mais on peut pas. Enfin, c'est difficile de se voir très régulièrement tout le réseau de mandataires. Et les visios, on se serre pas la main. Enfin bon, après moi je suis tactile, mais on se serre pas la main, on se fait pas la bise, on n'est pas ensemble à partager une énergie, parce que on n'a pas encore fait l'énergie qui passe à travers les visios. Mais voilà. Je vois que le temps file. Je sais pas si des sujets on va très vite. Si l'immobilier solidaire, il faut absolument qu'on en parle un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immobilier parce que ça rejoint un petit peu tout, et je trouve ça intéressant même pour les gens qui veulent investir, parce qu'on sait que il y a beaucoup de gens, par exemple, qui hésitent à acheter, par exemple, du locatif, parce qu'il faut mettre en location comment on va gérer les locataires, etc. Et apparemment, donc, tu as trouvé quand même une solution. Ouais. Et tu es en train de lancer ça. Donc, explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors, en 2019, quand l'immobilier se portait bien, je pouvais me permettre justement de passer plus de temps sur du développement. C'était aussi l'époque où c'était très tendance, toutes les vidéos, elles le sont encore, sur le cash flow. Et en fait, pareil, c'est une petite critique, mais en fait, l'idéologie derrière tout ça, c'est de dire vous serez heureux dès lors que vous aurez une liberté financière, et on vous propose un moyen de l'atteindre, c'est l'immobilier. Et donc, pour l'atteindre, il faut acheter de l'immobilier ultra rentable. C'est un peu ça l'idée. Et c'est presque en fait une nouvelle religion, parce que toutes les religions, c'est comment devenir plus heureux. Bon, c'est presque devenu une nouvelle religion. Et en fait, le frugalisme ou comment on pourrait l'appeler. Il y en a plein. Le développement personnel, c'est pareil. Tout le monde dit que c'est des nouveaux gourous. C'est ça. Mais Tony Robbins, machin. Pas complètement, mais en fait, c'est juste que les gens, c'est un chemin qu'ils empruntent pour trouver le bonheur, en fait. Et moi, ça m'agaçait au plus haut point, parce qu'en fait, ces gars-là, ils allaient acheter sur nos secteurs des biens sur des zones comme Elbeuf,
où il y a une demande locative qui est pas aussi resserrée que sur le centre-ville, avec une prise de valeur des biens qui a pas un gros potentiel. Donc les gens se retrouvaient avec des biens avec pas une grosse demande locative et puis des travaux à faire, et en fait c'était des mauvais achats. Tout ça orienté sous l'idée de juste aller chercher un cash flow très positif. Je me suis dit, j'aimerais créer la rupture avec une offre d'investissement rentable, durable et solidaire. En disant, quoi qu'il arrive, si tu veux faire un bon investissement immobilier, il faut qu'il serve. Quand tu achètes pour ta résidence principale, ça sert à ta famille, c'est génial. Quand tu achètes tes bureaux pour ton entreprise, c'est génial, ça sert. La même idée, pas juste se dire ça va servir du cash flow, mais ça doit servir. Et si ça sert, c'est motivant de répéter ces investissements. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire rentable, durable et solidaire? Derrière l'idée de durable, c'est évidemment quelque chose de propre, rénové, qui va durer dans le temps, mais aussi qui, en termes de location, va durer. C'est-à-dire pas se retrouver avec du turnover, etc. Quelque chose qui est pas durable pour moi, qui s'oppose à cette idée de durable, c'est le Airbnb, parce que rotation régulière des logements, dégradation très rapide des logements du fait des rotations. Donc, comment est-ce qu'on peut faire du rentable, durable, donc stable, et solidaire. Donc, dans cette réflexion, on est allé voir les bailleurs sociaux, les agences immobilières sociales, on a découvert tout l'environnement social qui existait autour de l'immobilier. Et j'ai embauché des personnes pour m'aider à bosser là-dessus. Et la clé, elle est venue quand on a découvert les associations qui pratiquent l'hébergement social. Donc, vous avez ce qu'ils appellent le CHRS, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et également tout ce qui va être l'intermédiation locative, donc ces associations qui vont prendre à leur nom des logements à bail et ils vont loger dans ces appartements des personnes comme les Ukrainiens par exemple, dans l'espoir qu'ils puissent être suffisamment autonomes pour que ce soit eux après qui bénéficient du bail. Ça c'est pour l'IML. Et quand c'est l'activité de CHRS, ça c'est plutôt des publics le logement va être gardé par l'association très longtemps, mais avec des publics il y aura un roulement au niveau des publics parce que voilà, c'est pour exercer leur activité d'accompagnement social. Gros avantage, c'est qu'en fait ces associations-là, quand c'est elles qui payent, elles sont financées par l'État. Comme c'est une association, tu fais du bail code civil, donc hyper souple par rapport à la loi de 89. Le bailleur, il est hyper tranquille. Pour ainsi dire, il fait quasiment ce qu'il veut. Donc, on a fait des beaux types, notamment avec un de nos premiers sociétaires, parce qu'on a monté une coopérative, ça devenu une coopérative d'intérêt collectif. Un de nos premiers sociétaires était la foncière du Crédit Agricole. On était fiers de ça. Ah, super. Ouais. Et avec leurs juristes, on a rédigé les premiers beaux codes civils dédiés à l'intermédiation locative et aux associations pratiquant les activités de CHRS. Et en fait, certaines des associations sont locataires de leur logement, comme l'Armée du Salut avec qui on bosse depuis plus de 20 ans. Elles louent parfois au prix du marché, elles entretiennent. Il y a des visites techniques qui se font régulièrement par leur personnel parce que ils veulent pas se retrouver avec un dégât des eaux à gérer, les conséquences plus graves. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc moi, le premier sur mes logements, j'ai fait des investissements pour mettre des assos. Et pour mes logements qui étaient plutôt destinés, j'avais plutôt des logements pour de l'étudiant, j'ai commencé à mettre les associations pour tester. Aujourd'hui, c'est plus d'une cinquantaine de logements qu'on a réussi à louer aux assos. Et on a commencé par une première phase qui était de dire on va d'abord louer, c'est-à-dire prendre des biens de bailleurs, de gens qui étaient déjà propriétaires, pour après, si ça marche, proposer aux gens d'investir cette fois-ci. Donc là, toucher vraiment à l'investissement, c'est-à-dire vous voulez investir, on vous accompagne pour réaliser un investissement rentable, durable, solidaire. Donc on a créé des offres d'accompagnement. Aujourd'hui, on est capable de faire dans notre coopérative, on a rassemblé tout un tas de partenariats, que ce soit les accompagnateurs pour les subventions travaux ANA, on a Inari qui fait ça sur Rouen, qui est dans la coopérative. On a ICM, Immobilier Clé en main, qui chasse les biens, qui les rénove, etc. Nous, on vient valider le caractère solidaire, faire toute la partie prise à bail de l'association. Et globalement, pour quelqu'un qui veut juste faire un investissement immobilier, sans même avoir s'être déplacé de chez lui, à distance, il peut le faire. On lui trouve un logement à rénover, qui sera bien rénové, loué avec une association, mais surtout, avant de faire tout ça et de s'engager sur l'achat, il a la lettre d'intention de l'association, donc il sait à quel prix il va être loué, par qui, pourquoi. Et donc ça, on est fiers de ça. Donc pour l'instant, alors, si sur la mise en location, on a fait plus d'une cinquantaine, sur le fait de concrétiser des investissements, en tout cas, là, il n'y en a que 4 pour l'instant à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et c'est notamment nécessaire pour notre modèle économique, puisque c'est là-dessus qu'on prend un peu plus d'honoraires, où on peut s'en sortir.
Et on a eu la chance, fin d'année dernière, donc, d'avoir un agrément AIS, Agence Immobilière Sociale. Donc ça couronnait quasiment 5 ans de réflexion. Et c'est un agrément qui est donné par la préfecture. Et il y en a on est la 4e seulement en Seine-Maritime. Donc il y a à peu près... super. Ouais, sur chaque département, généralement, tu retrouves pas beaucoup plus que 2 ou 3 agences immobilières sociales, parce que pour avoir l'agrément, il faut faire partie d'une fédération, et donc il y a que 3 fédérations. Il y a la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité, la FAPIL et Solia, et généralement ils veillent à ce qu'il n'y ait pas plus d'une agence sur les territoires. Donc nous on avait la chance à Rouen, on a pu, la FAPIL c'était couvert, Solia c'était couvert, on a pu le faire en adhérant à la FAS. Et ça répond à tout un tas de problématiques aussi des assos qui, elles, à un moment donné, font de l'accompagnement social et veulent aussi parfois, quand leurs bénéficiaires sont dans les lieux et sont devenus autonomes, on va se dire, bon, on n'a plus d'accompagnement à faire. Donc nous, qu'on puisse intervenir pour récupérer la gestion en tant qu'agence immobilière sociale. Donc promouvoir le glissement de bail et faire en sorte qu'elles puissent avoir une rotation de leurs bénéficiaires et de vraiment travailler sur ce qui est leur cœur de métier, c'est l'accompagnement social. Et dans cette idée-là, on est en train de travailler. Donc là, si jamais il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, que ça intéresse, pour une foncière, c'est-à-dire permettre aux gens d'apporter leurs capitaux qui seront utilisés pour acheter des logements loués par ces associations-là. Okay. Aussi, voilà, on bosse aussi avec la métropole de Rouen sur tout le sujet des logements vacants. Il y a 6000 logements vacants aujourd'hui, ça fait que croître avec les... Une sorte de club deal complètement plus social que... Okay. Ouais, ça se traduirait par des prises de parts sociales dans la coopérative, la coopérative ETESUS. Dans la foncière, quoi. Ouais. Donc ETESUS, entreprise sociale, solidaire à utilité sociale, qui permet aussi d'avoir des réductions fiscales sur son investissement, c'est à peu près 25% en laissant son... Tu mets 10 000 euros, tu la récupères 5 ans après et tu as 1 000 euros d'économie d'impôt. Donc ça, c'est chouette. Ce qui permet de se dire on peut avoir quelque chose qui est quand même intéressant pour l'investisseur tout en ayant une faible rentabilité, parce que le but, c'est quand même d'avoir des logements qui sont loués à prix attractif. Et ça, j'avoue que quand je disais tout à l'heure, on a tous un chemin, et ben pour une raison complètement absurde, j'ai l'impression que ça, c'est mon chemin, alors que j'ai mis aujourd'hui plus de 100 000 euros de stratégie IMO pour perfuser le temps qu'il y a un modèle économique, dans une période où les temps sont durs dans l'immobilier et on pourrait me le reprocher. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, que Dieu s'occupe de stratégie IMO, tu vois. Et c'est là où c'est la foi, elle peut jouer, c'est qu'on va faire des choses qui rationnellement n'ont pas de sens. Mais qui au final, quand tu as une relecture, tu dis le gars il a bien fait de faire ça, mais en fait au moment où il le fait, il se sent juste un peu guidé. Voilà, donc ça c'est pour illustrer la démarche. Et mais c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est un des freins majeurs, c'est la gestion des locataires, la difficulté, la peur aussi, parce que acheter un appartement et le louer à des personnes, c'est aussi un peu un acte d'entrepreneuriat et d'investissement. C'est-à-dire j'investis sur un bien que je vais louer derrière à quelqu'un, je lui donne en quelque sorte le pouvoir de tout dans ce lieu. Donc ça fait toujours peur aux gens. Est-ce que je vais bien acheter ? Est-ce que je vais avoir une rentabilité ? Est-ce que je vais pas perdre mon argent ? Et donc je pense qu'il y a surtout en ce moment, je pense qu'il y a un très très bon marché pour toi du moins de l'activité sur ce segment, quoi. Et d'autant plus. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être l'un des plus beaux services que tu proposais en faisant du clé en main, c'est-à-dire les personnes viennent te voir, j'ai 150 000 euros, admettons, ou moins, ou 80 000 par exemple, de possibilités. On sait que c'est pas forcément des capitaux, mais avec des financements, etc. J'ai 80 000 euros, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Tu peux trouver l'appartement, tu rénoves, etc. Tout clé en main, avec soit une opération nulle, ou soit une faible rentabilité, mais déjà une faible rentabilité. On investit dans de la pierre, en général, ça monte normalement toujours. Il y a de toute façon un levier investissement bancaire derrière. Et si je comprends bien ce que tu dis, et tu peux confirmer, c'est que après la gestion des locataires, etc., c'est plus du tout le sujet du propriétaire. Donc du coup, il est totalement libre de ça. Et donc toi, tu assures les revenus en plus, les loyers. Du coup, même en cas d'impayé du locataire, toi tu assumes Et il n'y a pas d'impayé si c'est loué à l'asso, parce que l'asso elle est financée par l'État, donc on n'a pas de problème d'impayé.
Et s'il y avait glissement de bail, là, on a une garantie visale élargie de l'État, donc c'est l'État qui garantit le locataire. Et s'il y avait un bail qui était fait au nom du bénéficiaire directement. Et si c'est un investissement direct dans un bien, donc la personne achète un bien, fait un investissement immobilier classique, qu'elle souhaite, parce que pour des raisons fiscales, louer à des prix qui sont ceux définis par les conventions ANA, Locavantage, nous on est tout à fait à même de leur expliquer quelles seront les réductions fiscales qu'eux auront. Et nous on le constate dans 80% des cas, entre le loyer marché, la baisse proposée par les conventions. En fait, quand on traduit la baisse de loyer eu égard à la réduction d'impôts et la tranche marginale d'imposition de ces personnes et la CSG, CRDS à laquelle ils auraient été imposés sur du revenu immobilier, si on traduit la réduction d'impôts en équivalent revenu foncier, en fait, c'est plus rentable pour eux de baisser les loyers. Oui. Et du coup, on a un intérêt réciproque entre l'investisseur qui défiscalise et l'association qui a un logement à prix modéré. En tout cas, c'est un super projet. Ouais, projet qui est audacieux parce que souvent, solidarité va pas tellement avec rentabilité ni investissement, en tout cas dans les mœurs. C'est le fait de démocratiser peut-être cette partie-là contribue sur cette partie immobilière, mais contribue peut-être à une démarche un peu plus globale. Donc, complètement. Donc je te souhaite que ça grossisse et puis que ça serve d'exemple pour plein d'autres projets. Carrément, puis ça peut intéresser directement vos clients fortunés qui aiment Bien sûr. la pierre. On s'aperçoit que souvent, si on a des moyens, c'est pas pour rien, c'est qu'aussi on a des valeurs qui nous animent et donc tout se rejoint. Ouais, tout à fait. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres choses à voir. Non, moi c'est bien. T'avais pas un petit jeu ou je sais pas quoi. Moi aussi, c'est bon. Ah si, il y avait un quiz. Bon, on va le faire. On finit sur une petite note. Allez, vas-y, on va faire le quiz. Si, il est assez marrant. J'ai trouvé ça assez sympa, n'importe quoi. Les questions. Le coupon Vinted, je suis pas sûr. Ouais, t'as vu le coupon Vinted, c'était pas pour le. Ça c'est madame. C'était pas pour le podcast. Il y avait un quiz assez marrant sur l'immobilier. Je me suis dit qu'on allait peut-être le faire ensemble et je trouve ça marrant. Ouais. On va répondre assez rapidement. Il y a des phrases qu'on entend assez souvent, c'est les agents. Alors le quiz est peut-être un petit peu vieux, je sais pas, mais les agents immobiliers roulent tous en BMW et mangent des sushis tous les midis. En gros, ils font que du gastro et roulent en grosse bagnole. Qu'est-ce que t'en penses ? Vrai ou faux ? Faux. Faux. Et d'ailleurs, moi, je mange beaucoup de sandwichs dans ma voiture. Après, justement, ah oui, d'ailleurs, je voulais te poser une question là-dessus. Plus tu cries mandat exclusif fort, plus tu y arrives. Je sais pas. Est-ce que tu luttes vraiment pour avoir des mandats exclusifs, toi ? Non, c'est vraiment une façon de l'amener, comme disait Samy, c'est vraiment une façon de l'amener. Si tu sais l'amener dans l'intérêt du client, c'est souvent dans son intérêt qu'ils le prennent. Donc, si tu sais... Justement, intérêt ou désavantage, j'ai eu cette discussion pas plus tard que ce matin avec un client. Pour toi, pour un client, est-ce que c'est mieux d'être en exclusif ou... 1000 fois mieux. Ouais. Juste pour le signal positif que ça renvoie. Juste dans l'annonce en exclusivité, tu sais, tu l'as pas, tu te prives d'un message positif, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ça crée l'urgence, ça crée la rareté. Tu peux être ferme en égo parce que tu sais qu'il va pas aller voir ton confrère pour discuter du prix si tu as été trop ferme. Quand tu es en mandat simple, tu as toujours le risque qu'il aille taper à la porte de ton confrère pour passer sa négo trop serrée. Donc, par le message positif que ça renvoie, et la communication unique que ça produit, ça sert les intérêts du vendeur. Le panneau à vendre attire plus les voisins que les acheteurs. C'est vrai. Tu l'utilises un peu, toi ? Oui, on l'utilise pour la notoriété, mais aussi parce que ça peut arriver tout simplement que quelqu'un qui n'a pas un projet d'achat, il est locataire, mais il dit tiens, je vais passer à l'acte parce que c'est dans mon quartier, c'est la proximité, le locataire du quartier qui va déclencher son projet d'achat parce que c'est précisément dans son quartier, ça sert à ça, notamment. Et d'ailleurs, tu as des stats où tu vois si les locataires dans ton quartier ont une capacité d'acheter ou non. Quand tu fais nous, on a des études de marché avec tous ces rapports-là, on sait que quand les locataires ont le pouvoir d'achat, ça vaut vachement le coup de le mettre. Oui, c'est vrai. Ouais. Et même de faire des petits courriers pour dire vous occupez le quartier, vous voulez acheter une maison, un appartement, voilà ce qui est à vendre.
Ok, parfait. Alors celle-là, c'est plus pour que tu me racontes une anecdote. Ouais. Tout se vend, même une maison rose fluo avec un jacuzzi dans l'entrée. Ouais. Qu'est-ce que t'as vendu, toi, vraiment de surprenant? C'est quoi la maison la plus surprenante que t'aies vendue? Ah oui, qu'est-ce que j'ai vendu de plus surprenant? C'est une bonne question, ça. Non, là, comme ça, j'ai un exemple, mais c'est pas le plus surprenant. C'est plus une anecdote, mais ça me fait penser à ça. Quand on bossait chez Rouen Immobilier, on allait chercher les clés chez les confrères. Et puis parfois, on n'avait pas le temps de découvrir les logements qu'on allait faire visiter, mais si on amenait le client sur 3-4 logements pour un investissement locatif, ça pouvait s'entendre, dire écoutez, j'en ai pris un dernier, j'ai pas eu le temps de le voir, mais comme vous vous déplacez, je vais vous le montrer. Donc là, j'arrive avec une clé que j'avais pris dans une agence de Rouen Immo. Et puis je lis que c'est dans les souplex d'une vieille maison bourgeoise qu'il y a des studios qui ont été rénovés. Et là, je me dis, je vais avoir l'air d'une buse si c'est pas la bonne porte. Et donc je lui précise quand même que j'ai pas eu le temps d'aller les visiter. Et là, coup de bol, la clé rentre, je tourne. Je dis voilà l'appartement. Donc un petit studio, il n'y a pas grand chose à faire visiter. Ouais. Le gars dit c'est super, j'achète, on signe, tout nickel. Signature définitive passe, on est payé, nickel. Et là, 2 semaines après, j'ai un coup de téléphone. Monsieur Garcia, j'ai un souci parce que je suis dans l'appartement que vous m'avez vendu. Le problème, c'est qu'en face de moi, j'ai un monsieur qui se prétend être le propriétaire et qui se demande le bordel que j'ai foutu parce que j'ai démonté tout le parquet. Vous savez, je suis en pleine rénovation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non. Et en fait, pour le temps de comprendre ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, j'avais un pass qui permettait d'ouvrir les barillet de toutes les portes. Et à l'origine, ça avait été une découpe d'un marchand de biens. Le barillet n'avait pas été changé. Et le gars, je lui avais remis ce même pass à la remise des clés. Donc, il est rentré dans l'appartement qu'il avait visité, qu'il pensait avoir acheté, sauf qu'il avait acheté celui qui était 3 portes plus loin. Wow. Et évidemment, tu signes les plans et tout chez le notaire, mais quand tu vois le plan en souplex avec que des studios, tu le vois là au lieu de là, tu fais pas gaffe. Alors du coup, dans l'urgence, on a remis en état l'appartement à nos frais, pour pas que le vrai propriétaire fasse de procédure. Et l'acquéreur a découvert le véritable appartement qu'il avait acheté. Heureusement, c'était pour un investissement locatif et pas pour y habiter lui. Et comme il était mieux, il était content. Bon, super. Ouais, donc l'histoire s'est bien terminée. Ça s'est bien terminé, ouais. Mais voilà, petite anecdote qui te marque, quoi. Eh bien, super. Bon, on va s'arrêter là. Top, c'est bon. Le quiz est fini. Où est-ce qu'on peut te joindre après? Si les gens là qui ont lu le podcast veulent te contacter. Sur mon portable s'ils veulent. Ouais, on va peut-être pas le mettre. T'as une adresse mail. Ah oui, l'adresse mail, ouais. On mettra l'adresse mail en description. Ok, parfait, ça marche. Et puis voilà. Ok pour toi? Et ben voilà. Ben c'est parfait. Merci beaucoup.